donc je l'ai nommé comme ça parce que j'avais pas d'autre idée du tout de comment le nommer, voilà, pour être, complètement honnête. J'avais 0 idée, pour voilà, pour réussir à bien le nommer, à bien le qualifier donc voilà, voilà, je suis assez perplexe, hein, je vais être honnête avec vous. Je C'est vraiment du test. C'est du test brut et méchant, c'est-à-dire que, bah, soit ça passe et bah, ça marche et bah, du coup, je referai ça tout au long de cette année vu que c'est une élection présidentielle, que, bah, la géopolitique et même les sujets comme la macroéconomie et tout, je pense que ça doit avoir sa place dans une année d'élection. Or, je crains que ça n'ait pas sa place cette année, du fait, des sujets comme le covid, du fait de sujets assez anxiogènes et je pense pas que d'autres sujets encore plus anxiogènes, vont être déroulés parce que, la plupart des gens n'ont pas forcément rien à foutre, mais disons qu'ils veulent entendre autre chose que, bon, bah, d'accord, OK, super, il y a des talibans, il y a des talibans qui sont au pouvoir et bah, du coup, ils vont bientôt, enfin voilà, il y a beaucoup il y a beaucoup de trucs à prendre en compte, quand on va parler de ce sujet-là. C'est que d'abord, quand je nomme le live Taliban et Afghanistan, mais finalement dans ce live, on va en parler très tard des talibans parce que, beh, les talibans ne n'apparaissent qu'en 1994. Or, on va commencer à partir de 78. Du coup, le live est nommé Taliban et Afghanistan où commence tollé pendant 40 ans d'intervention infructueuse. Alors, le tollé, enfin le sous-titre en fait est fait exprès, c'est-à-dire que très concrètement, je pars du principe que les interventions, je vais vous mettre l'image. Donc, je vais partir du principe que les interventions qu'on a vues, pendant bientôt 40 ans, pendant finalement la durée, les durées depuis la première intervention soviétique, donc, fin 79, début 80. Salut, Marie. Beh, les interventions soviétiques, depuis l'intervention soviétique, tout est un échec. C'est-à-dire que vous allez voir au tout et pour tout, mais finalement, ça n'a fini qu'engluer la région dans tout un tas dans tout un tas de problèmes dont elle n'avait pas nécessairement besoin. Et voilà, enfin, vous allez voir. Donc, avant tout, je vais vous préciser que ça va se passer en plusieurs parties. D'abord, dans une première partie, je vais vous présenter l'Afghanistan en tant que pays, c'est-à-dire où ça se situe, c'est-à-dire, géographiquement parlant, parce que pour beaucoup de gens, quand on dit Afghanistan, ils ont pas trop d'idées où ça se situe et c'est tout à fait normal parce que c'est un pays, qui est un peu englué entre 2 grandes puissances et peut-être pas nécessairement, dans le bon sens. Derrière, on parle entre grandes puissances, mais entre 2 grosses puissances régionales. Derrière, je vais vous présenter une chronologie des faits, donc, ce qui s'est passé, l'état des lieux, les camps, et enfin, je vais vous présenter les protagonistes et après derrière, beh, on sautera sur les conclusions. Mais dans un premier temps, donc du coup, je rappelle, le live de ce soir va durer non, mais va présenter la période 1978-2001, c'est-à-dire avant l'intervention américaine. Je vais clôturer, si vous voulez, par l'assassinat du commandant Massoud. Vous comprendrez quand vous verrez la vidéo. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est l'Afghanistan? L'Afghanistan en tant que géographie propre. Vous pouvez le voir, l'Afghanistan est un pays qui est extrêmement grand, qui a une population, estimée en 2017 à quelque chose comme 34,5 millions d'habitants. On verra plus tard le détail de toutes les ethnies, les religions et compagnie. Mais grosso modo, ce que vous pouvez voir, c'est que c'est une ville qui a une concentration de villes ou de centres urbains, assez important dans le nord-est du pays. Ces centres urbains et ces villes, il faut bien comprendre que ce sont des exceptions. Surtout, il faut noter 3 choses. D'abord, vous voyez, il y a la ville de Kaboul, donc il y a la capitale de l'Afghanistan. Il y a Kandahar et Herat. Ceux qui jouent régulièrement à E4 savent ce qu'est Herat. Herat est l'ancienne capitale, en tout cas la capitale du sultanat timouride dans E4, mais en dehors de ça, c'est surtout une ville qui est très connotée persane. C'est-à-dire que ce sont des minorités plutôt persanes qui vivent là, du fait de la frontière avec l'Iran. Kaboul est une ville considérée comme, entre guillemets, hors sol par la plupart des habitants de l'Afghanistan. La plupart des Afghanistans méprisent ceux qui vivent à Kaboul. Derrière, vous avez des villes qui ont une certaine importance historique, comme Ghazni, comme Jalalabad ou Kandahar. Voilà. Donc, tout ça, si vous voulez, ça rend ce pays extrêmement complexe. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que l'Afghanistan est un patchwork d'ethnies plus qu'un pays comme pouvait l'être la France du XXe siècle ou la France du XIXe siècle, c'est-à-dire un pays qui est quasiment uniforme culturellement. C'est-à-dire que l'Afghanistan, vous pouvez avoir des gens qui ne parlent pas la même langue, qui ne pratiquent pas la même religion et qui n'ont même pas le socle culturel commun. De ce fait, je vais aussi vous parler un petit peu des géopolitiques locales pour que vous compreniez la complexité d'intervenir en Afghanistan. Parce que
aujourd'hui, quand on veut programmer une intervention en Afghanistan, comme vous pouvez le voir sur la petite map en bas, l'Afghanistan n'a pas de lien avec la mer. Elle est dépendante du Pakistan par rapport à ça ou de l'Iran. Hem Kaboul a fait kaboom. Kaboul a vraiment fait kaboom, ces dernières années. Je veux dire, très régulièrement, les combats autour de Kaboul sont meurtriers, mais on y reviendra plus tard. L'Afghanistan n'ayant pas d'accès à la mer, toute intervention extérieure doit se faire avec ce qu'on appelle une capacité de projection. C'est quoi la capacité de projection? C'est-à-dire, la capacité qu'a chaque armée ou groupe militaire de pouvoir envahir ou du moins aider un pays de manière rapide. C'est par exemple ce que font les Américains avec leurs flottes qui sont dispersées dans les 5 coins du monde. Ils ont, grâce à ça, une capacité de projection. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, hem, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Personne n'a la capacité de projection suffisante pour envahir l'Afghanistan. Pourquoi? Parce qu'elle est à la fois coupée de la mer et que du coup, les pays frontaliers, eux, n'ont pas de capacité de projection tout court pour envahir un pays. Du coup, lorsque vous êtes une puissance extérieure qui va envahir l'Afghanistan, par où vous devez passer? Il y a plusieurs possibilités. Il y a les anciens pays du bloc soviétique, donc le Turkménistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Tadjikistan est un pays qui est quasiment fermé. C'est-à-dire que, à part les Chinois, très peu de gens peuvent rentrer dans le Tadjikistan pour des raisons complexes de géopolitique sur lesquelles je ne reviendrai pas. Parce qu'on n'a pas le temps, parce que c'est très complexe. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, oui, cet après-midi ça fait Kaboul, mais j'ai vu il y a eu un attentat, mais on y reviendra plus tard. On y reviendra plus tard sur l'attentat qu'il y a eu en Afghanistan, ce sera plutôt en fin. L'attentat, enfin pas l'attentat, mais l'accident, comme le qualifient les autorités afghanes. Euh, les Tadjiks, du coup, c'est pour. Alors, je reviens sur ce que je disais avant. C'est pour ça, Cornichon, que je parlais du 19e et du 20e siècle, parce que c'est là où on a commencé à uniformiser la langue française par rapport à tous les petits dialectes locaux. Mais je vais arrêter de revenir là-dessus. Bien. Là-dessus, le Tadjikistan, vous ne pouvez pas intervenir. L'Iran, quand vous êtes les États-Unis ou l'URSS, c'est un pays qui critique autant le grand Satan américain et qu'il se méfie des communistes qui ne croient pas en Dieu. Donc, vous supprimez également l'Iran pour pouvoir intervenir. Derrière, il reste quoi? Il reste le Pakistan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan. À l'époque où l'URSS était l'URSS, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan faisaient partie de l'URSS, donc le problème ne se posait pas pour intervenir. Toutefois, les Américains ont eu un problème. Quand ils ont voulu intervenir en 2001, et même pour tous les pays qui voudront intervenir plus tard dans l'Afghanistan, ils étaient obligés de passer par un seul pays. Lequel? Le Pakistan. Pourquoi? Le Pakistan possède des ports, donc vous pouvez débarquer vos troupes, votre matériel, vos soldats, votre personnel paramilitaire également. Bref, tout ça, tous ces personnes, vous pouvez débarquer dans une sécurité tout à fait relative. Bien entendu, c'est relatif, c'est-à-dire que quand je dis que c'est relatif, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que quand vous êtes américain au Pakistan, et bah ça sent rarement bon pour vous quand même, en fait. C'est-à-dire que le Pakistan est un pays qui avait un très fort soutien aux Moudjahidines, c'est-à-dire les combattants de Dieu, qui composaient la première phase des islamistes. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, ça vous montre la complexité de pouvoir de pouvoir envahir l'Afghanistan. Donc, une fois qu'on sait ça, il faut aussi revenir sur quelque chose. L'Afghanistan est un pays peuplé à majorité de montagnes et de vallées. C'est-à-dire que quand vous envahissez l'Afghanistan, n'importe qui a fait un petit peu de stratégie militaire, ou même qui n'en a pas fait, c'est-à-dire que, assez rationnellement parlant, attaquer des montagnes, ne serait-ce que pour transporter des troupes, pour transporter des munitions, pour transporter du mat, enfin, de tout, en fait. Mais les montagnes, c'est pas hyper pratique, surtout que le réseau autoroutier et le réseau routier tout court de l'Afghanistan, il est quasi inexistant, surtout que en 40 ans de guerre, il y en a plus, en fait. Les rares routes qui ont été construites sous la République afghane, c'est-à-dire dans les années 70, entre 73 et 78, en 40 ans de guerre civile, je vous cache pas qu'elles ont quasiment toutes sauté. Alors après, derrière, elles ont été reconstruites, redétruites, reconstruites, redétruites, mais grosso modo, quand vous êtes un organisme de guérilla, comme l'Afghanistan en a connu, en fait, euh, ouais, j'aurais dû effectivement, Little mais je crois que je vais modifier le titre vite fait, si je peux. Je crois que je vais modifier le titre si je peux. Non, je peux plus. Tant pis, enfin, j'ai pas le temps. Mais c'est pas grave. Du coup, on en est là. On en est donc à la partie géographie. Comme vous pouvez le voir, certaines villes sont également frontalières, c'est-à-dire qu'une ville comme Zaranj est typiquement une ville où le Hezbollah le Hezbollah et même de manière générale les ayatollahs iraniens ont implanté de plus en plus la culture et surtout le mode de vie des chiites. Et du fait que l'Afghanistan soit un État sans État,
du fait qu'il n'y ait pas d'État central qui contrôle tout, ils ont pu le faire plutôt rapidement. On verra que l'Iran a joué un rôle très important dans la région et pas souvent du côté où on le pense. Bien, mais regardons l'intégration régionale. C'est-à-dire que ce qui est bien avec cette carte, c'est que ça peut vous permettre de voir ce que je vous parlais par rapport à la géographie, mais surtout par rapport à une intégration un peu plus globale. C'est-à-dire, hop, non, on revient, tac. Donc, on a comme pays, on a les pays frontaliers dont je vous parlais, donc le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, hem, le Pakistan et l'Iran. Mais à côté, vous avez d'autres pays qui ont eux-mêmes leurs propres sources de conflits et leurs propres ennemis. C'est-à-dire, beh, quand vous on n'y pense pas souvent, mais l'Inde et le Pakistan, et du moins on l'oublie régulièrement, mais l'Inde, le Pakistan et la Chine, dans une moindre mesure, sont en conflit pour une région qui s'appelle le Cachemire, qui est une région qui est de culture indienne et de tradition indienne à la base, mais qui, du fait des invasions musulmanes dans la région, a fait que une partie de la culture est du coup devenue musulmane et donc pakistanaise. Et ça pose un gros problème. Ça pose un énorme problème de géopolitique parce que quand le Pakistan et l'Inde sont deux pays avec des armes nucléaires, ils peuvent pas s'affronter directement. Un affrontement direct entre deux puissances qui ont les armes nucléaires, souvent c'est le drame, il y a toute la communauté internationale qui réagit. Du coup, ces deux pays se sont affrontés par milices ou par bandes interposées dans certains pays. Et ça joue aussi. La Chine a également un rôle très important d'ailleurs. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais la Chine reconnaît l'État afghan et l'Afghan taliban, ce qui n'est pas le cas des Occidentaux. Mais la Chine a une stratégie très particulière dans la région qu'on abordera un petit peu plus tard. Mais en 79, du coup, donc en 78-79, la situation de la région, ça fait que le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan sont tous les trois, font tous partie de l'URSS, ainsi que l'Azerbaïdjan. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire que l'URSS a une capacité de projection extrêmement facile sur l'Afghanistan, étant frontalier, et de surcroît, partageant également, du fait de certaines populations frontalières, des buts et des objectifs communs, ce qui va jouer énormément. Ça va jouer énormément. Bien. Donc on va passer ensuite au reste, mais avant d'y passer, oubliez pas que l'Iran, l'Irak ont également mené la guerre irano-irakienne, ont mené même deux guerres irano-irakiennes dans ces mêmes années-là. Il faut bien donc comprendre qu'à une époque, la région entière était sous la guerre. Donc, ça pouvait laisser prospérer les Moudjahidines. Mais vous allez voir, on va y revenir. Bien, une fois qu'on en est là, voyons un petit peu la carte des ethnies. Je vous mettrai très précisément, vous allez avoir un poste avec des chiffres, avec très précisément le nombre d'habitants, d'ethnies et surtout les religions derrière. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'heure actuelle, l'Afghanistan, c'était ce que je vous disais en intro. L'Afghanistan, ce n'est pas un pays au sens tel qu'on l'entend en France. C'est un patchwork d'ethnies qui n'ont souvent rien à voir les unes avec les autres. D'abord, il y a les ethnies de culture turcique, c'est-à-dire qui viennent de ce qu'on appelle aujourd'hui le Turkménistan et qui ont déferlé sur l'Europe, enfin sur le monde européen, sur le monde asiatique et dans une certaine mesure sur le monde africain, mais bien longtemps après. Mais ces cultures turciques, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est les Turkmènes, les Ouzbeks, les Tadjiks et les Kirghizes. Ceux-là, ce sont des cultures turciques, c'est-à-dire qui ont une langue qui n'ont même pas la même base, qui n'ont même pas la même base que les autres, ce qui est très important. C'est-à-dire que si les Ouzbeks, les Tadjiks, les Turkmènes et les Kirghizes peuvent trouver des points d'accord, notamment culturels et compagnie, ce n'est pas le cas avec le reste de la population. Après, vous avez les Baloutches, donc au sud, qui sont de culture persano-indienne, c'est-à-dire qui sont un mix entre la culture persane, c'est-à-dire aujourd'hui iranienne, et la culture indienne, donc de l'Inde telle qu'on le connaît aujourd'hui, l'Inde, le Pakistan et compagnie. Donc, c'est déjà, vous voyez, il y a déjà quand même un gros problème de culture. Et après, il y a les Pashtuns. Il y a les Pashtuns qui sont du coup une ethnie que à peu près tout le monde maîtrise dans le domaine. Pourquoi? Parce que les Pashtuns, c'était le commandant Massoud. C'est-à-dire que si je dis pas de bêtises, le commandant Massoud, il dirigeait l'Alliance du Nord, c'est-à-dire les Pashtuns, donc dans le nord du pays. Et Ahmed Shah Massoud est le personnage qui s'est le plus exporté, et quand je dis exporté, comprenez bien, et quand je dis exporté, je veux dire qui a le plus travaillé son image dans l'Occident. Il a vraiment cultivé l'image d'un démocrate modéré qui voulait tout simplement la paix dans son pays. La réalité est un petit peu plus complexe, on y reviendra plus tard parce que je lui consacre une slide et un portrait entier, mais grosso modo, c'était surtout un très grand c'était un très grand personnage machiavélien, plus ou machiavélique en fonction. Parce que quand je dis machiavélien, c'est qu'il s'inspire de Machiavel direct et machiavélique, c'est du coup le sens qu'a machiavélique. Mais voilà. Du coup, vous avez l'Afghanistan, comme vous pouvez le voir également, les ethnies sont très divisées. C'est-à-dire que, à part une, justement, les Hazaras,
Ils sont tous divisés. Et pourquoi? Parce que l'Afghanistan, du fait de son histoire très particulière et de d'ailleurs son histoire qui remonte à la Renaissance, à l'époque industrielle, a connu énormément de déplacements de population. Énormément de déplacements de population. Ces déplacements de population, si vous voulez, hem, ça a créé du coup un éparpillement ethnique. Et cet éparpillement ethnique, il se voit avec cette carte des ethnies. Pourquoi? Parce que ce qu'on peut voir à l'heure actuelle, c'est que des ethnies sont mélangées au quotidien. Quand ce sont des ethnies qui partagent une base culturelle commune, comme les Tadjiks, les Ouzbeks et les Turkmènes. Le risque de conflit est bien moindre, même s'il existe. Hein. En général, dans cette région, quand ça se bat, ça fait pas semblant. Par contre, quand ce sont des ethnies qui partagent une base culturelle assez faible finalement, une base culturelle assez faible, comme par exemple les Tadjiks et les Persans, et qui, du fait de leur histoire, du fait de la complexité de leur histoire, s'affrontent depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Bah, vous trouvez pas directement un compromis acceptable. Surtout qu'en plus, toutes ces ethnies n'ont pas la même pratique de l'islam. Parce que le point fondamental dans l'Afghanistan, c'est l'islam. Pourquoi? Si l'Afghanistan est en théorie le deuxième berceau du zoroastrisme après la région, après l'Inde. La réalité fait qu'aujourd'hui, si c'est un berceau culturel et que de plus en plus de zoroastres sont en train de renaître, ou du moins de plus en plus de Persans redécouvrent leurs origines zoroastres, bah, la réalité, elle est différente. La réalité, elle est qu'aujourd'hui, c'est l'islam qui domine l'Afghanistan. Et comme vous pouvez le voir, donc, vous pouvez le voir sur cette carte, dans un vert très clair, ce sont les sunnites, et dans un vert foncé, ce sont les chiites. Sachant que les chiites, en fonction, il y a les écoles qui sont plutôt proches de l'Iran, c'est-à-dire des ayatollahs, le schisme vraiment ordonné, très pyramidal si vous voulez. Il y a un chef, l'ayatollah, par exemple l'ayatollah Khomeini à une époque, et ensuite, celui-ci a plusieurs sous-chefs, il y a une vraie hiérarchie. D'ailleurs, vous avez le sunnisme où la hiérarchie n'existe pas, du principe même du fonctionnement du sunnisme depuis la chute du califat. Donc, c'est quoi le califat? C'est parce que je sens que je peux perdre des gens qui sont pas forcément dedans. Le califat, c'est une organisation militaro-politique qui s'est créée lorsque Mahomet a lancé la conquête du coup de tous les territoires, lançant du coup le premier djihad sur l'ensemble du coup des territoires frontaliers pour étendre l'islam. Pour étendre l'islam. Derrière, le califat est un État qui a survécu, grosso modo centré autour de Bagdad, donc en Irak, dans l'Irak actuel, c'est-à-dire assez loin d'ici, finalement, assez loin d'ici, et qui était composé majoritairement de sunnites. Le califat s'est effondré avec une invasion turque des Turcs seldjoukides, je crois, au XIe siècle, si je dis pas de bêtises, les milieux ou en 1070, un peu avant 1070, parce que 1071 c'est la chute de Jérusalem, donc ça va être un petit peu avant. Et le califat s'effondrant, du coup, la structure politique de l'islam sunnite a disparu. Et si on accepte ce qu'ont fait les Ottomans, du coup, en Turquie et dans leur ancien empire, c'est-à-dire de vouloir centraliser l'islam autour de la personne du sultan, donc qui a en plus hérité des droits des califes et compagnie, mais à part ça, l'islam n'a plus jamais été unifié réellement. Surtout qu'il n'y a plus du coup d'islam d'islam sunnite universel. Là où les chiites, ils sont toujours restés droits dans leurs bottes. Les chiites, ils ont toujours dit, nous on a un chef. Ça a posé des problèmes, ça a mené d'ailleurs à la guerre, à la révolution en Iran, qui est une guerre civile, hein. Très concrètement, aujourd'hui, on s'en rend compte que c'est une guerre civile. Et du coup, ça s'est propagé en Afghanistan. Pourquoi? Parce que les chiites, en fonction de la région où ils sont, ils pratiquent pas du tout le même islam, même ils ont des objectifs différents. Si les chiites que vous voyez à la frontière avec l'Afghanistan, ah merde, putain, désolé, Little. Si les chiites que vous voyez à la frontière avec l'Afghanistan pratiquent un islam chiite très proche de celui de l'Iran, du fait des connexions culturelles logiques, Zaranj est une ancienne très grande ville perse. C'est d'ailleurs pour beaucoup de chercheurs en sciences politiques sur le Moyen-Orient et sur plus que le Moyen-Orient, sur toute cette région, sur la région persane et compagnie, c'est même peut-être une anomalie que Zaranj soit dans la Perse quand certaines cultures, par exemple comme les Kurdes ou autres, sont eux dans la Perse. Disons qu'ils ont plus de proximité culturelle avec les gens qui vivent dans Zaranj que les gens qui vivent dans leur propre pays. Donc voilà, il y a quand même un petit problème. Mais passons. Ce schisme-là, c'est surtout celui des Hazaras. Donc je vais vous remettre la carte des ethnies pour que vous compreniez. Les Hazaras, c'est eux. D'accord? Donc les Hazaras qui seront soutenus plus tard par les Iraniens. Euh, voilà. Donc, et à côté, vous avez cet autre mouvement chiite qui est en fait n'est absolument pas, enfin, qui a une hiérarchie théorique, mais qui n'a pas de hiérarchie pratique. Qu'est-ce que je veux dire par hiérarchie théorique? C'est-à-dire qu'à la base, il y a un chef qui est sensiblement l'équivalent de l'ayatollah, voire qui peut être l'ayatollah dans certaines situations et dans certaines branches culturelles très précises. Mais
Grosso modo, c'est pas un chef qu'ils respectent vraiment. Et ces personnes-là, et ben, du coup, ces 2 chiites-là, avant de se battre contre les sunnites, ils se battaient surtout entre eux. Surtout quand? Parce que je vais remettre, vite fait je vais vraiment vous remettre où est Kaboul. Vous voyez où est Kaboul? Kaboul est à la frontière entre les 3 religions les 3 pratiques majoritaires de l'islam dans la région. Les chiites, du coup les chiites plutôt persans, les chiites, on va dire plutôt afghans et les sunnites. Voyez le problème de Kaboul? Vous voyez, est-ce que vous comprenez quand vous voyez la carte le problème de Kaboul? Personne ne respecte l'autorité de Kaboul. Personne. Parce que la personne qui dirige à Kaboul, est souvent pas du tout la même que celle qui dirige le reste du pays. Donc voilà. Donc cette carte religieuse, je pense, vous permet de mieux comprendre ce qui est, finalement l'islam en Afghanistan et du coup l'importance qu'il a. Parce que, on va pas se mentir, dans une région comme l'Afghanistan, dans une période comme l'Afghanistan qui n'a pas du tout connu la même histoire que l'Europe, c'est-à-dire qui n'a pas eu la Renaissance, qui n'a pas eu les Lumières, avec les côtés positifs et négatifs des Lumières. Il y a aujourd'hui beaucoup d'historiens qui disent que peut-être que les Lumières n'ont pas été qu'un succès pour l'Europe, ça a peut-être été aussi un problème. Bon, voilà, moi je vais pas donner d'avis là-dessus, je vais juste dire que les Lumières ont entamé ce qu'on appelle la déchristianisation de l'Europe. C'est eux qui l'entament. Alors c'est très lent, c'est un modèle qui est très, qui est très partagé. Mais, mais voilà, vous avez, du coup, cette, vous avez cette pratique de l'islam qui, elle, n'a jamais disparu. En Afghanistan, l'Afghanistan, si vous voulez, a été, au XVIIIe et au XIXe siècle, un terrain politique assez tendu. C'est-à-dire qu'avec l'effondrement de l'Empire ottoman, enfin pas l'effondrement, mais on va dire, la perte de pouvoir et la perte de vitesse de l'Empire ottoman, bah, vous avez tout un tas de peuples qui avant n'étaient pas accessibles aux Européens, qui le sont devenus. En parallèle de ça, vous avez la montée en puissance de la Russie et du coup, il y a eu ce qu'on appelle au XVIIIe et au XIXe siècle le grand jeu. Durant le grand jeu, l'Afghanistan a été, un théâtre de guerre et du coup, les États qui venaient pour s'emparer de l'Afghanistan, parce que l'Afghanistan, comme je l'ai montré sur les cartes, était une, région stratégique pour pénétrer en Inde, c'est-à-dire la région la plus riche du continent. Étant donné que c'était un territoire stratégique, il y a eu des guerres. Il y a eu du coup, il y a eu des guerres, il y a les Anglais qui ont fait des interventions en Afghanistan, des interventions de temps en temps fructueuses, d'autres infructueuses, mais ils se sont toujours bien gardés, et c'était la manière de coloniser et d'envahir les pays des Anglais, de conserver les structures locales en place et surtout de ne pas les réformer. C'est-à-dire qu'il vaut mieux une structure locale qui existe depuis des milliers d'années, qui est certes corrompue jusqu'à la moelle, et corrompue en grande partie à cause des Anglais, mais qui est certes corrompue jusqu'à la moelle, et il vaut mieux pouvoir la pervertir de l'intérieur et continuer à la pervertir et continuer à maintenir un système où on peut peu ou prou s'entendre. De l'autre côté, il y a les Russes. Les Russes ont essayé d'entrer en Afghanistan. L'invasion soviétique est finalement c'est peut-être finalement la note finale des interventions militaires russes en Afghanistan. Je vais pas rentrer dedans parce que c'est un élément complexe de l'histoire russe où même les historiens ils sont pas toujours d'accord entre eux sur pourquoi ils y sont allés et compagnie. Euh, c'est très complexe, j'ai pas trop envie d'y rentrer. Il faut juste comprendre un truc et quelque chose qui est très très important, c'est que les Russes à une époque étaient persuadés qu'ils auraient pu envahir la Chine et l'Inde du fait de leur immensité géographique. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait parce que le reste du monde ne voulait pas les laisser faire, et parce que quand le reste du monde était prêt à les laisser faire, ou du moins les Britanniques, c'est-à-dire les seuls capables du coup, de se battre contre les Russes à cette distance-là, bah, c'est les Japonais qui ont pris l'ascendant dans la région. Voilà, c'est très résumé, c'est très court, c'est très succinct, et il y a effectivement, je zappe volontairement des périodes d'histoire très compliquées de la région, parce que sinon, on est encore demain matin à 7 heures. Voilà. Donc, après la carte religieuse, qu'est-ce qu'on va voir? C'est les chiffres des populations. Donc, comme promis, je vous ai mis les populations. Donc, je me suis basé, pour faire ça, je vais être très honnête avec vous, je me suis basé sur l'université de Laval. Un chercheur, je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié, mais de toute façon, toutes les sources sont à la fin du diaporama, et si certains sont intéressés, vous m'envoyez un message sur le Discord, et ben, je vous enverrai le diapo. Ou mieux, je posterai le diapo dans l'annonce, on n'en parlera plus. Donc, ces chiffres sont de 2017. Les Pashtuns représentent 39,6% de la population, avec 13,5 millions d'habitants. Donc, pour rappel, les Pashtuns, c'est eux. C'est du coup ceux qui occupent l'Afghanistan de manière, grosso modo, de manière quasi uniforme et qui sont surtout présents presque partout. C'est quelque chose de très important. Euh, Vous avez donc ce qu'on appelle les Afghans. Qu'est-ce qu'on appelle quand on dit les Afghans dans la tradition de ce langage-là? On dit les Afghans pour dire les populations qui ne sont pas pashtuns, qui ne sont pas de culture turcique et qui ne sont pas de culture persane. C'est-à-dire, quand on dit Afghan, c'est en fait
une mosaïque de tout un tas de minorités qui n'ont rien à voir avec elle, hein. C'est-à-dire que vous allez d'un village à un autre, très concrètement, de temps en temps, ils peuvent ne pas parler la même version de la langue, mais pour des raisons de simplification, parce que en tout et pour tout, il y a plus de 40 ethnies qui vivent en Afghanistan, beh, on a décidé non, mais les chercheurs, que j'ai étudiés ont décidé de résumer ça au mot afghan. Donc c'est très terre à terre, il faut bien faire attention, mais voilà. Du coup, ils représentent 25,3% de la population. Les Ouzbeks représentent 9,1 de la population avec 3,1 millions d'habitants. Donc, les Ouzbeks, je vous le rappelle, c'est du coup le pays qui est au nord. Ce sont donc, grosso modo, soit des réfugiés politiques, soit des descendants de réfugiés politiques ou tout simplement de personnes qui ont quitté l'URSS ou qui ont quitté les guerres de la région et qui sont installés là, et ou tout bêtement des gens qui vivaient dans l'ancienne tribu d'Afghanistan, d'Ouzbékistan, parce que l'Ouzbékistan était autrefois une horde. Tous ceux qui ont joué à U4 le savent, mais ceux qui n'ont pas joué à U4 ne le savent pas. L'Ouzbékistan autrefois était une horde qui a tenté de dominer une partie de la région. Voilà, c'est une horde de cavaliers à chevaux, un peu comme les Mongols dans la culture populaire. Les Hazaras. Du coup, les Hazaras, ce sont les chiites, plutôt de culture persane, mais avec de grosses différences avec les Persans. C'est pour ça que j'ai séparé les Hazaras et les Persans. Les Hazaras, c'est qui du coup? Bah, c'est une minorité qui représente 8,6% de la population et 2,9 millions d'habitants et qui sont majoritairement chiites. Très important. Ils sont majoritairement chiites. Là où les trois premiers, globalement, les Pashtuns sont de majorité sunnite. Globalement, les Afghans sont de majorité sunnite, les Ouzbeks sont sunnites, les Hazaras sont majoritairement chiites, les Turkmènes, c'est sunnite aussi un petit peu, même si c'est plus compliqué que ça. Voilà. Et enfin, les Persans, ils sont complètement chiites. C'est-à-dire que ce sont des chiites, c'est-à-dire que dans des villes comme Zaranj ou à la frontière, comme je vous montrais avec, vous le rappelez avec la carte des ethnies, bah, ce sont des gens qui vivent à la frontière, c'est-à-dire que les frontières ont été voilà, tracer un petit peu à la règle. Donc, on est sur une population totale de plus de 34 millions d'habitants, qui sont de coup des chiffres de 2017. J'ai pas voulu prendre des chiffres plus récents parce que ce sont des chiffres qui sont à prendre avec des pincettes. Parce que il y a énormément de corruption il y a eu énormément de corruption en Afghanistan à partir de 2017. C'est d'ailleurs un des facteurs qui va amener Trump à proclamer le retrait de l'Afghanistan, c'est parce qu'il a le Pentagone, et parce que c'est pas Trump lui-même qui l'a fait, mais parce qu'il a le Pentagone qui lui dit écoutez, ça sert à rien ce qu'on fait, on est en train de nager, on est en train de pédaler dans la semoule, il y a une corruption qui est immense, il y a une corruption qui est intense, il faut se retirer, de toute façon, au pire des cas, on en est déjà là, on peut pas faire pire. Donc voilà. Du coup, pour une idée de la croissance des populations, ce qui est très intéressant, donc je vous rappelle, une population qui s'élève à environ 34,5 millions d'habitants, il y a, il y avait en 96 21,3 millions d'habitants et en 2011 29,8 millions d'habitants. Les recensements partiels, c'est-à-dire parce que ça n'existait tout simplement pas à l'époque ou difficilement, dans les années 70, c'est-à-dire au moment de la guerre civile, ça a fait état de moins de 15 millions d'habitants. Toutes ces chiffres, ça vous montre que malgré 40 ans de guerre civile, l'Afghanistan a continué de croître. Mais pourquoi il a continué de croître? Parce qu'on aurait pu se dire, merci Marie, même si ça fait un petit peu exposé scolaire, je pense. Je maîtrise pas encore le format, hein, vous vous en rendez compte, donc ça va être, ça va être artistique, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir des hésitations et surtout il va y avoir des ratés. Donc, j'en suis désolé. Ne me jetez pas la pierre en place publique. Bien, donc pour l'idée de la croissance, ce que je veux dire, c'est que l'Afghanistan est également devenu une région de refuge. C'est-à-dire que comme je l'ai dit auparavant, je vais revenir sur les cartes, en parallèle avant, de la région. Je vous rappelle que dans les années 70, il y a une guerre entre l'Iran dans les années 70 et 80, il y a eu des guerres entre l'Iran et l'Irak. Merci Anti pour le follow. Dans les années 70, il y a eu des guerres entre l'Iran et l'Irak. Il y a eu des guerres entre le Pakistan et l'Inde, ou du moins des tensions énormes pour des zones frontalières. Et ensuite, vous avez eu même plutôt des exodes massifs de personnes qui venaient du coup de l'ex-URSS, donc le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, vous à l'époque partie du RSS. Mais quand vous êtes l'URSS et que vous dites et que vous proclamez que vous ne croyez pas dans les religions, dans des régions qui sont avec une telle ferveur religieuse, ça a provoqué des exodes. Même si finalement l'URSS s'est acclimaté à tout ce côté religieux. Mais c'est pas le débat aujourd'hui. Mais pour vous faire comprendre que c'est devenu une région de réfugiés. Pourquoi? Parce qu'avant les années 70, l'Afghanistan est une région stable. C'est une région extrêmement stable. Très bizarrement d'ailleurs. Parce que ça n'a aucun sens qu'elle soit stable dans une région en guerre. Et pourquoi elle est stable? Parce qu'en fait, vous aviez un roi à l'époque. Un roi, ou plutôt pas forcément un roi, mais on va dire une sorte, voilà, vous aviez Mohammad Daoud Khan qui était, alors pas qui, le terme roi n'est pas bon, le terme Khan n'a aucun sens parce que c'était pas un chef de tribu, mais grosso modo, vous aviez un dirigeant qui arrivait peu ou prou à faire respecter l'ordre. En 73, il y a eu, si vous voulez, une révolution qui a apporté un gouvernement
démocratique au pouvoir. Un gouvernement théoriquement démocratique, se voulant représentant de tous les composants du peuple. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, parce que le gouvernement était trop identifié comme étant de Kaboul, la capitale, et pas assez des provinces, et ça va amener du coup au renversement de ce gouvernement par les communistes, qui étaient eux-mêmes divisés en plusieurs factions. Et les factions communistes font une alliance le temps de prendre le pouvoir, mais une fois qu'ils ont pris le pouvoir, eh bien, vous vous retrouvez avec l'Afghanistan la veille de l'intervention soviétique. Donc, la République démocratique d'Afghanistan, du coup renommée en 87 la République d'Afghanistan. Heu, il y a eu, en tout et pour tout, une guerre civile dans ce qu'on appelle la guerre civile en 5 phases. Je vais vous résumer les 3-4 premières et vous comprendrez ensuite pourquoi. Du coup, cette république est née à la suite d'un coup d'État. C'est un régime qui a été présent de 1978 à 1987, jour où il a été renversé par la coalition des Moudjahidines et de tous les autres, de la multitude des camps avec eux. Heu, cette guerre civile, elle a eu lieu entre les Afghans communistes, donc plutôt pro-russes, et les Afghans, et on va dire les Afghans plutôt islamistes, même si islamiste est un grand terme parce que la plupart des moudjahidines ne sont pas islamistes et c'est d'ailleurs ce qui va amener la création des talibans et le mouvement taliban. Mais grosso modo, voilà, vous allez avoir, vous avez, si vous voulez, voilà, des tensions dans les camps et au final, tout le monde, en gros, l'Afghanistan, si vous voulez, l'histoire de l'Afghanistan et de ces 40 dernières années, c'est on fait une coalition contre le gars qui est au pouvoir. Tout le monde fait la coalition contre le gars qui est au pouvoir. Et quand quelqu'un gagne le pouvoir, tous les autres font une coalition contre lui. Voilà. Donc, il y a quand je dis les multiples camps qui gravitent autour de cela, c'est-à-dire que quand je dis la guerre civile entre les communistes et Moudjahidines, vous avez plusieurs camps à côté. Je reviendrai après, mais grosso modo, vous avez par exemple l'Alliance du Nord de Massoud, vous avez du commandant Massoud, vous avez les différents mouvements chiites soutenus par l'Iran ou soutenus par le Pakistan et l'Inde, parce que l'Inde a soutenu des mouvements chiites pour faire chier le Pakistan. Enfin, il y a des délires dans cette région de temps en temps, vous vous rendez pas compte. Du coup, sauf que qu'est-ce qui se passe? En 1979, le 3 juillet, les le président Jimmy Carter, président des États-Unis d'Amérique, officialise son soutien aux islamistes. C'est-à-dire que la coalition qui est contre les Afghans au pouvoir, Jimmy Carter soutient et la CIA commencera à fournir des armes. La CIA reconnaît aujourd'hui qu'ils ont commencé à fournir des armes à partir des années 80. Or, le souci, c'est qu'il y a des documents qui sont sortis lorsque par des journalistes, par des insiders et compagnie à l'intérieur, enfin des insiders, c'est pas bon terme, mais par des lanceurs d'alerte plutôt, et qui en fait ont montré que la CIA, dès que Carter a donné son feu vert, ils y sont allés, hein. De toute façon, même, voire même ils y étaient avant, mais ils l'ont pas dit. Donc voilà. Donc, le président de l'Afghanistan à la veille de la guerre civile, c'est Hafizullah Amin. Il est assassiné lors du déclenchement de l'opération Storm 33. Storm, ça veut dire tempête en russe. Donc, le déclenchement de cette opération va amener, euh, du coup l'aggravation de la guerre civile et surtout l'assassinat d'Hafizullah Amin. C'est qui Hafizullah Amin? Pourquoi il a été assassiné? Vous vous rappelez, je vous ai parlé que dans les communistes, il y avait plutôt deux camps. Il y avait un camp qui était plutôt euh, pragmatique et un camp qui était plutôt rigoriste au sens du communisme, c'est-à-dire qu'un camp voulait se détacher de l'URSS pour éviter l'enfermement et l'encerclement géopolitique que ça amène, en essayant de faire un petit peu comme la Chine était en train de faire, en essayant de suivre le modèle chinois, qui était plutôt d'être le communisme à la chinoise, c'est-à-dire d'être bien avec les occidentaux et d'être bien, ou du moins d'être en relation cordiale avec l'URSS. Et le problème, c'est que ça n'a pas plu aux soviétiques, parce que autant quand t'es la Russie, envahir la Chine, c'est chiant. Parce qu'ils sont nombreux, parce qu'ils ont une armée qui est professionnelle, ils ont une armée qui sont organisée. Il y a un État qui, depuis Mao, s'est centralisé, et les Russes sont très bien placés pour le savoir, parce ils avaient formé en grande partie l'armée chinoise. Par contre, quand vous êtes Léonid Brejnev, que l'URSS est en perte de vitesse sur absolument tous les fronts, le front scientifique, dans un premier temps. Là, on rentre dans la période où l'URSS ne fait plus le poids d'un point de vue scientifique, la course à l'espace, l'armement et compagnie sont à la rue. Que économiquement, le Japon vous est passé devant en termes de PIB. C'est-à-dire que l'URSS avait une manière très complexe de compter son PIB, c'est-à-dire qu'ils comptaient leur PIB, puis rajoutaient les interventions de l'État à l'intérieur. Et il restait deuxième PIB mondial grâce à ces chétaneries et compagnie. Mais même quand ils faisaient pas ça, ils étaient quand même deuxième PIB mondial parce que le produit intérieur brut, c'est-à-dire la somme des richesses créées dans l'URSS, était monstrueux du fait du pays, du fait des ressources et compagnie. Or, dans les années 70-80, c'est le Japon connaît un boom économique monstrueux et leur passe devant. Et là, ça va poser un problème. Là, ça va poser un très très gros problème parce que le Japon est une puissance qui est
à la fois vieille et nouvelle. Elle est vieille parce que le Japon est un pays ancestral important de l'Asie, mais elle est nouvelle parce qu'en 45, ils ont pris quand même 2 bombes nucléaires dans la tronche. Normalement, ça calme, notamment d'un point de vue économique. On voit combien de temps l'Allemagne a mis à se redresser juste de bombardements intensifs. Quand vous voyez l'état de dégradation du Japon en 45, ben, que 30-40 ans après, il passe devant l'URSS d'un point de vue économique, pour beaucoup de gens, ça n'a pas de sens à l'époque, notamment la vision occidentale des choses, qui perçoit toujours un petit peu les Asiatiques comme des sous-hommes. Et l'URSS, du coup, qui est en perte de vitesse sur tous ces points-là, décide de l'opération Storm 33 et assassine Hafizullah Amin, qui du coup était plutôt pour, comme je le rappelle, le communisme un petit peu modéré, c'est-à-dire on va essayer de, voilà, d'être tranquille et de faire, voilà, de réussir nos petites affaires. Le problème, c'est que, heu, voilà, on y revient. Quand ils envahissent l'Afghanistan, les Soviétiques ne sont pas préparés du tout. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés que grosso modo, ils ont deux personnes à éliminer, eux, dans leur tête, c'est un, euh, les communistes qui sont pas d'accord avec eux, et deux, bah, les Moudjahidines. Et puis après, le reste, on verra bien, ce sera aux Afghans de se démerder. Le souci, c'est qu'en face, bah, il y a beaucoup trop de camps. Il y a les camps, ce que j'appelle des camps ethnoculturels, enfin que j'appelle non, que des chercheurs appellent les camps ethnoculturels. Vous avez un premier camp ethnoculturel qui est le plus connu, ce sont les Pashtuns du commandant Massoud. Massoud réunit les Pashtuns, mais pas que des Pashtuns, au sein de l'Alliance du Nord. Il y a ensuite les républicains, c'est-à-dire ceux qui étaient fans de la République d'Afghanistan entre 73 et 78. Ça commence à faire un peu beaucoup. Vous avez ensuite derrière les musulmans non islamistes, c'est-à-dire qu'il y a pour une grande partie des occidentaux, quand on dit islamisme, bah, on pense que tous les musulmans peuvent être potentiellement islamistes, alors que non. C'est-à-dire qu'une grande partie des islamistes sont avant tout sunnites. Or, vous avez des musulmans qui ne correspondent pas aux critères de l'islamisme, c'est-à-dire aux critères des frères que les frères musulmans ont créés en Égypte lorsqu'ils ont créé les premiers mouvements islamistes, mais qui pourtant ont pris les armes et se sont rebellés au nom d'islam contre le gouvernement soviétique. Et tu les classifies où? Et ces personnes-là, c'est par exemple, c'est les Hazaras. Vous vous rappelez la petite minorité au centre, très concentrée au centre de l'Afghanistan, et qui représente quelque chose comme 10% du pays à peu près. Ça, c'est un problème à l'époque. Vous avez du coup la première phase qui s'enclenche. Donc, de 79 à 89, il y a une intervention soviétique. Elle a en fait énormément de succès initiaux. C'est-à-dire que elle relève la République démocratique de l'Afghanistan, qui était sur le point de tomber. Elle réarme son armée, elle forme ses troupes, elle laisse des consignes militaires. Mais après, elle se heurte à un problème. Et elle va se heurter au problème que toutes les puissances qui sont intervenues dans la région vont se heurter. La guérilla. Il y a la guérilla qui, en fait, littéralement, la vallée du Pandjir, donc la vallée du Pandjir, c'est dans le nord de l'Afghanistan, qui était contrôlée par le commandant Massoud, qui est surnommé le lion du Pandjir, justement à cause de ça, qui a subi 4 invasions. Les soviétiques ont réussi une des 4 invasions, mais sont fait repousser quasiment instantanément après avoir pris le territoire. Et les soviétiques se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus tenir certaines régions et que certaines régions on devait arrêter de les tenir pour rester concentrés autour des régions principales, Kaboul, autour des villes, Kaboul, Zaranj et compagnie, tenir des endroits avec des infrastructures pour amener plus de troupes et, en fait, densifier l'intervention militaire. Il faut comprendre que les soviétiques, eux, ils étaient partis en Afghanistan en se disant, ça va durer 2 ans max, même si les Américains les soutiennent parce qu'en face, on a des barbares qui savent pas se battre, euh, et accessoirement, bah, on va envoyer 80 000 hommes. 80 000 hommes pour une intervention militaire extérieure post-Seconde Guerre mondiale, c'est énorme. C'est énorme. Il faut se rendre compte que 80 000 hommes, c'est énorme. Et ça va monter jusqu'à 150 000 ou 160 000 hommes en tout. Donc ils vont doubler leur intervention parce qu'ils n'ont pas assez de troupes pour tenir toutes les régions, parce qu'ils ne peuvent pas compter sur l'armée afghane. Dès qu'ils récupèrent une région et qu'ils la donnent à l'armée afghane la perd dans les 3 semaines. Du coup, les commandants chefs soviétiques, bah, ils demandent tous, enfin, ils demandent plus d'hommes, les commandants de l'intervention soviétique. Alors, j'ai pas pris le temps de mettre leur nom, je peux les chercher si vous voulez de celui que je demande, mais grosso modo, il y a un très vieux maréchal qui est secondé par un jeune général ambitieux. Je veux pas dire de bêtises, mais il y a un maréchal qui, je crois, avait à l'époque, parce qu'il est mort à 102 ans, dans les années 2000, donc il devait avoir quelque chose comme dans les 70-80 ans. Il était secondé par un général plutôt ambitieux et accessoirement, à mon sens, enfin à mon sens et au sens des bouquins d'histoire qui ont été écrits par des historiens russes, plus un commissaire politique en général. Euh, il est secondé par lui et il gère plutôt bien la guerre. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'en 86, la guerre d'Afghanistan, c'est un succès. C'est comme la guerre d'Algérie pour la France. La guerre d'Algérie pour la France, militairement, c'est un succès. S'ils ont perdu sur la scène internationale. Les Afghans, jusqu'en 85, ils gèrent. Ils gèrent bien la guerre. Ils font tourner, ils font tourner, ils empêchent de perdre des troupes. Niveau matériel, ils en perdent pas tant que ça. Et c'est très très important parce que la guerre leur coûte cher, mais pas aussi cher qu'elle va coûter aux Américains derrière.
et pas aussi cher qu'elle a coûté aux Américains tout court pendant 20 ans. Hem, voilà. Ah oui, l'histoire, ça se répète toujours. Enfin, l'histoire dans cette région, j'ai l'impression qu'elle se répète tout souvent. Après, elle se répète avec des différences, on va le voir pourquoi. En 89, Mikhail Sergueïevitch Gorbatchev décide de retirer les soviétiques. Pourquoi? Parce qu'il estime qu'on est en 89, l'URSS est en train de s'effondrer de l'intérieur. 89, c'est l'année où, par exemple, le mur de Berlin est rompu, typiquement, et c'est la réunification de l'Allemagne. Vous avez, enfin, la réunification de l'Allemagne qui se fera du coup dans les années et les mois qui suivent. Vous avez également en 89 la politique de la perestroïka, c'est-à-dire l'ouverture. Donc je vais faire un petit peu d'histoire soviétique, mais en gros, Gorbatchev est arrivé au pouvoir porté par un homme qui s'appelait Yuri Andropov. Yuri Andropov, c'est l'ancien directeur du KGB, devenu grosso modo président du Conseil des communistes en URSS et qui, à la fin de sa vie, a décidé de faire monter. Ouais, mais je suis pas sûr que bon pour les généraux. Je fais une petite aparté. Pour les généraux, quand on dit général et maréchal soviétique, souvent c'est plus des têtes de proue qu'on envoie. Ils ont surtout un état-major qui fonctionne réglo. C'est-à-dire qu'à mon sens, le vrai cerveau des opérations, c'était le général commissaire politique, qui avait, je crois, 40 ou 50 ans à l'époque, qui était très jeune pour l'appareil d'État soviétique. Mais bref, c'est pas le débat. Gorbatchev arrive au pouvoir après que du coup Andropov soit mort. Gorbatchev, il entame des politiques, en gros, il veut réouvrir l'URSS, et pour beaucoup de Russes aujourd'hui, d'ailleurs, c'est comme ça que Gorbatchev est traité dans son pays, ben, c'est le fossoyeur de l'URSS. Ce qui fait que Gorbatchev est beaucoup plus populaire à l'extérieur de son pays qu'à l'intérieur. Et c'est très important, parce que l'Afghanistan, c'est une source de fierté nationale. Parce que même si en 89, les soviétiques sont plutôt débordés un peu partout, ils tiennent les régions principales, ils tiennent les villes principales, et surtout, bah, normalement, ils ont passé quand même presque 10 ans à former une armée, à une armée à leur côté qui est censée les aider, qui est très bonne pour seconder, mais qui va s'avérer être désastreuse pour commander toute seule. Mais en 89, Gorbatchev décide de retirer les troupes, mais jusqu'en 91, des conseillers militaires soviétiques vont rester. C'est quoi un conseiller militaire? Parce que je me rends compte que j'utilise le terme souvent, mais que je ne l'explique pas. Le conseiller militaire, un conseiller militaire, si vous voulez, c'est un expert, c'est-à-dire c'est un soldat, un général, un maréchal, un colonel, peu importe son grade, qui va former des troupes, notamment des troupes soviétiques, donc les troupes alliées des soviétiques, et qui va leur apprendre grosso modo la discipline, le maniement des armes modernes, la tactique, l'art de la cryptographie et compagnie, enfin tout ça, et il va essayer de former, ce sont des formateurs de troupes. L'URSS a d'ailleurs, en grande partie, contribué à la victoire, même si elle était que précoce et qu'elle n'est pas, c'est pas confirmé, mais des Arabes lors de la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours, donc pour rappel, c'est lorsque, alors je sais plus si c'est celle-là ou c'est Yom, je sais plus si c'est des 6 jours ou si c'est Yom Kippour, mais la Ligue arabe avait presque réussi à vaincre Israël, mais a eu ensuite des erreurs internes. Mais l'armée, l'armée de l'Égypte, l'armée de la Syrie avait été formée par l'URSS. Ah, j'ai aucune idée. Je sais pas s'il a fait une pub pour Pizza Hut, Gorbatchev, le pauvre. Mais voilà. Hem, cette formation, du coup, elle va servir. Pourquoi? Parce qu'en 89, lorsque les soviétiques se retirent, il y a un rapport de la CIA, donc du chef de la CIA, je crois que c'est, je sais plus si c'est, si bon, je sais plus qui est le directeur ou le directeur adjoint de la CIA, mais qui proclame tout fièrement, «Non mais l'armée afghane, elle a entre 3 et 6 mois avant de se rendre en 89. Après, les moudjahidines sont beaucoup plus forts, ils sont mieux armés, ils sont mieux organisés.» Et bah, pas de bol. Jusqu'en 91, les conseillers soviétiques restent et du coup, bah, réussissent à empêcher la majorité des catastrophes jusqu'en 91. Et après 91, l'armée afghane tient parce que même si la corruption règne, même si elle n'est pas extrêmement bien formée, parce qu'elle n'a pas été formée comme étant une armée indépendante, mais comme étant une armée de soutien, et ben malgré tous ces facteurs-là, l'armée afghane tient bon et surtout, elle est très bien équipée. C'est-à-dire que les soviétiques, lorsqu'ils sont partis, ils sont pas partis avec tout leur matos. Ils ont laissé des tanks, de l'infanterie, des missiles. Il faut savoir d'ailleurs que la deuxième partie de la guerre, donc entre 89 et 92, et même si on compte 79 avant, c'est l'armée afghane est l'armée qui a tiré le plus de missiles Scud, si vous voulez une stat complètement innovante. Et c'est les archives soviétiques, c'est-à-dire qui ont laissé, qui étaient très précises sur le nombre de matériel laissé. Voilà. Mais cette,
Ah putain, il a vraiment tourné une pub Pizza Hut, quoi. Mais bref, passons. Gorbatchev est un homme politique extrêmement complexe. Je ferai peut-être un truc un jour sur lui si le format marche bien. Mais voilà, la guerre civile, du coup, donc continue entre les Afghans, les communistes d'un côté, les Moudjahidines, mais un troisième camp apparaît. Parce que lorsque l'URSS se retire, il négocie, en gros, un pacte avec le commandant Massoud, donc chef de l'Alliance du Nord. L'URSS ne veut pas quitter l'Afghanistan, que ce soit les Moudjahidines qui prennent le pouvoir en Afghanistan. Pourquoi? Parce que ce soit la Russie ou l'URSS, ils ont une passion très modérée pour les islamistes. Par contre, quelqu'un comme Massoud, il vaut mieux avoir de bonnes relations avec lui parce qu'il est très populaire partout dans le monde occidental principalement, et en restant bien dans nos bottes, en restant bien dans les bottes, dans les bonnes grâces du commandant Massoud, la Russie pourra quand même se permettre de jouer un rôle d'influenceur de la région. Donc un troisième camp va apparaître, l'Alliance du Nord, qui va rester concentré principalement dans la vallée du Panjshir jusqu'en 92. Sauf qu'en 92, c'est le merdier. Pourquoi? Parce que les Moudjahidines finissent par se diviser. Si auparavant les Moudjahidines, ce qu'on appelait les Moudjahidines, comment en fait comportaient des sunnites, des chiites et bon assez indifféremment, peu importe les conversions, les la religion ou autre, bah grosso modo en 92 ça s'effondre. Pourquoi? Déjà, il y a l'intervention très importante de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite commence à jouer un rôle d'influenceur dans la région et va fournir des matières premières, de l'armement et des ressources financières tout bêtement au mouvement terroriste sunnite. La contrepartie, c'est qu'ils se débarrassent des chiites. Or, les chiites, comme je vous ai rappelé dans la petite carte, les chiites, ils ont un allié extrêmement proche, mais très proche et en plus très influent dans la région, et beaucoup plus influent dans la région que l'Arabie Saoudite, c'est l'Iran. Donc, on se retrouve dans une guerre tripartite, c'est-à-dire l'État islamique d'Afghanistan, qui a été nommé comme ça, mais qui n'avait rien d'une république islamiste. Il a été nommé comme ça parce que c'était un compromis lorsqu'il y a eu la chute du dernier président qui, je crois, alors c'est pas Berbrak Kamal, je sais plus lequel, c'est un autre, j'ai vraiment oublié son nom, je suis désolé. En plus, j'ai fait un portrait sur lui, donc j'ai vraiment la haine. J'ai fait un portrait sur lui que vous allez voir après. Lorsque le dernier président part, il y a en fait un compromis qui se met en place, et ce compromis, c'est quoi? Ce compromis, c'est de dire, bah, nous allons faire un État islamiste d'Afghanistan, mais qui sera une république et où la charia ne sera pas mise en place. Le compromis tient à peu près 3 mois. Au bout de 3 mois, ça repart. Pourquoi? Parce que ah ben bien joué Hussard. C'est con, t'as raté toute la partie sur les communistes. Et hem et en fait, voilà, c'est ça, merci, c'est le Kippour. Merci, c'est Yom Kippour. Merci Hussard. Hem, du coup, en 92, il y a une guerre tripartite qui va s'installer. Quand je dis guerre tripartite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un camp, donc qui va être l'ancienne Alliance du Nord, qui va être du coup l'État islamique d'Afghanistan dirigé par Massoud. Vous allez avoir ensuite, les mouvements chiites qui vont se résumer autour du centre de l'Afghanistan, non loin de Kaboul, qui vont du coup dans un premier temps être en guerre contre les sunnites, qui sont eux-mêmes soutenus par le Pakistan. Chacun de ces 3 camps a du soutien de l'extérieur. L'Inde soutient massivement l'État islamique d'Afghanistan. Pourquoi? Parce qu'ils y ont tout intérêt. Parce qu'à partir du moment où le Pakistan soutient un camp, l'Inde va soutenir un camp contraire. Or, l'Inde ne peut pas soutenir un camp chiite, pour des raisons géopolitiques, mais un camp qui se veut démocrate et qui veut sortir la religion des problèmes, enfin en gros les différentes conventions religieuses, c'est parfait pour l'Inde. Et l'Inde a des moyens bien supérieurs au Pakistan sur ce domaine-là. L'Inde a noué à l'époque des pactes d'armement avec la France et l'Angleterre, et du coup bénéficie d'un armement relativement moderne qu'ils peuvent envoyer. Vous allez du coup avoir ensuite les chiites qui sont soutenus par l'Iran, et notamment la branche armée du régime iranien qui s'appelle Hezbollah, qu'on a vu intervenir derrière, et la plupart des cadres du Hezbollah, d'ailleurs, qu'on voit aujourd'hui se balader un petit peu partout en Europe, euh, si vous voulez, ils ont été formés pendant cette guerre-là. Tous les cadres du Hezbollah, la plupart en tout cas, pas tous, parce que les plus jeunes non, mais ils ont été formés dans cette-là, et les vétérans qui du coup ont formé les nouveaux, ils ont fait également ces guerres-là. Donc le Hezbollah a joué un rôle très important, l'Iran a joué un rôle très important. Les mouvements terroristes finissent soutenus par le Pakistan vont comprendre à partir de 94 le mouvement taliban, qui aujourd'hui est revenu au pouvoir.
Le problème, c'est qu'en fait, les talibans, contrairement à ce qu'on pense, les talibans de cette époque-là sont pas les talibans d'aujourd'hui. Pourquoi? Les talibans de 94 sont dominés par une personne qui s'appelle le Mollah Omar. J'y reviendrai plus tard sur qui c'est, mais si vous vous rappelez de la photo d'intro, donc la photo d'intro, je vais vous la remonter parce que je l'adore, parce que c'est une de mes photos préférées de tout ce qu'il y a. Hop, voilà, hop, ethnie, intégration religieuse, géographie, et normalement c'est là. Là, si vous voulez, sur la petite photo, ce sont les guignols de l'info. Les Guignols de l'info, c'est, du coup, c'était une émission, je pense que tout le monde connaît, les Guignols de l'info, mais je vais la présenter quand même. C'est une émission satirique qui mettait en place des marionnettes qui critiquaient, du coup, la politique et la géopolitique locale. Et 2 personnages récurrents des Guignols de l'info à partir de 98, c'est le Mollah Omar et Osama Ben Laden. Le Mollah Omar est une personne en France qu'on connaît quasiment qu'à travers ça. Alors que pourtant, le Mollah Omar a été une des personnes fondatrices dans la prolongation de la guerre civile en Afghanistan. Le Mollah Omar comprend très rapidement, après en gros le retrait total de l'URSS et la chute de la République, qu'il n'y aura pas de conciliation possible avec les chiites et Massoud. Il décide donc de réunir plusieurs mouvements islamistes, les uns après les autres, très patiemment. Et il va former les talibans. Les talibans, c'est quelque chose à la base qui est pakistanais, c'est une école religieuse au Pakistan qui a une lecture assez différente du Coran que peuvent avoir les deux autres mouvements sunnites. Ils vont trouver comme allié Al-Qaïda, donc fondé par Oussama Ben Laden et fondé avec des soutiens américains. On y reviendra. J'ai une excellente photo pour Oussama Ben Laden, j'espère que vous allez apprécier. Euh, mais les talibans finissent par supplémenter tous les mouvements terroristes sunnites avec le soutien d'Al-Qaïda et finissent par prendre Kaboul en 96. En 1996, Kaboul tombe et c'est la merde. Kaboul tombe et Massoud et l'État islamique d'Afghanistan se renomment l'Alliance du Nord, comme il s'appelait auparavant. Ils se réfugient dans la vallée du Pandjir. Ils sont soutenus massivement parce qu'ils sont rejoints par les chiites d'Afghanistan et ils sont soutenus massivement par quasiment la terre entière. C'est-à-dire que même la Turquie, la France, donc il y a les pays que je vous mets, l'Iran, l'Inde, la Russie et les USA, qui sont les personnes qui majoritairement ont fourni des moyens à Massoud, mais vous avez la France qui a fourni des moyens. La France a même, je crois, accueilli en hôpital les enfants ou le frère de Massoud qui était très malade. Mais pas que ça, ils ont fourni des armes, ils ont fourni tout un tas de choses, parce que Massoud était vraiment perçu comme le démocrate le plus, voilà, le meilleur personnage qui puisse arriver à l'Afghanistan, et peut-être même une excellente sortie, une sortie par le haut de cette guerre-là. Ils sont soutenus également du coup par l'Iran parce que les chiites ont rejoint et l'Iran continue à travers le Hezbollah de fournir en armement la région. C'est pour ça d'ailleurs que les Américains connaissent aussi bien les cadres du Hezbollah, c'est parce qu'ils les ont connus à cette époque-là. C'est pas une question d'espionnage, de CIA ou autre, c'est juste parce qu'ils les ont très bien connus à cette époque-là, parce qu'ils ont travaillé main dans la main. La Russie, parce que je vous ai tout rappelé tout à l'heure que l'URSS avait conclu un pacte avec Massoud lorsqu'ils se sont retirés. La Russie, qui même s'ils se sont... Oui, la couverture de presse, Marie. Euh, Son fils, voilà, merci Douya, c'est à ça que je pensais. On a eu le fils de Massoud. Voilà, en fait en 96, tout le monde s'unit contre les talibans. Le problème, c'est qu'en fait, le Pakistan, qui est du coup la principale puissance de la région, va foutre la merde. Déjà, dans un premier temps, il faut comprendre que l'Iran ne veut pas accueillir, même s'ils sont alliés factuellement, de l'équipement, du personnel et du matériel américain, parce qu'ils ont peur que les Américains se retournent contre eux au cas où. Donc, une des principales plateformes pour envoyer les troupes n'est pas occupée. Il faut aussi comprendre qu'avec la dissolution de l'URSS, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kyrgyzstan sont devenus des pays indépendants et qui ne voulaient pas intervenir contre les talibans. Parce qu'ils avaient peur d'être les prochains sur la liste en cas d'échec. Et je pense d'ailleurs qu'ils ont bien fait à l'époque. Donc il restait plus que le Pakistan comme plateforme locale, et le Pakistan a juste fait transiter tout ce qu'il pouvait dans son pays pour aider les talibans. Et les talibans, qui de surcroît s'étaient emparés du matériel soviétique et qui avaient encore du matériel américain, ils ont fini par prendre Kaboul, tenir Kaboul, et en 2001, ils ont, le 9 septembre 2001, assassiné le commandant Massoud. Et le 11 septembre 2001, c'est le World Trade Center. La chronologie s'arrête pour ici, on continuera la prochaine fois. Là, je vais vous présenter les principaux protagonistes de cette époque. D'abord, vous avez le commandant Massoud, Ahmed Al-Shah Massoud, donc, qui est né en 1953 et qui est mort en 2001. Surnommé le lion du Pandjir, notamment en Orient. Si vous voulez, il y a un rap qui s'appelle un rap de Médine sur le commandant Massoud, parce qu'il aime bien faire des trucs, faire ce genre de trucs, qui est plutôt un bon morceau, même s'il idéalise à mon sens beaucoup trop le commandant Massoud, et qui a été assassiné par
qui a été assassiné par les talibans, du coup le 9 septembre 2001. Et plus précisément, je pense que vous connaissez tous la chaîne d'Arabie Saoudite Al Jazeera, qui est en fait une chaîne, qui est du coup une chaîne de télé, et plus réellement de propagande, enfin une vraie chaîne de propagande à l'ancienne, même si toutes les chaînes de télé sont des chaînes de propagande pour quelque chose, mais une vraie chaîne de propagande à l'ancienne de l'Arabie Saoudite et du coup de la politique wahhabite. Le wahhabisme étant le mouvement religieux majoritaire en Arabie Saoudite. Il a été assassiné par les talibans, du coup, le 9 septembre 2001, à travers, en gros, des terroristes qui avaient obtenu du matériel d'Al Jazeera et qui s'étaient déguisés en journalistes pour l'interviewer. Euh, D'ailleurs, Al Jazeera va être interdite suite à ça dans plusieurs, et en plus suite au 11 septembre 2001, dans plusieurs pays parce que et condamné par la plupart des gens de la profession de la presse. Massoud, c'est une personne qui a été idéalisée en Europe. Il faut bien comprendre un truc. Euh, Si Massoud avait énormément de qualités, du fait que voilà, c'était quelqu'un de plutôt éclairé, c'était un ingénieur, je crois, formé en Europe ou formé par des Européens, il avait tout pour plaire. Mais en fait, Massoud, c'est surtout un gros dictateur. C'est-à-dire que l'Alliance du Nord, sa coalition, Massoud, elle avait rien de démocratique, hein. Les Pashtuns, il y avait déjà une suprématie ethno-culturelle, c'est-à-dire avec les Pashtuns. Euh, il y avait aussi également un mépris très fort de la part des sunnites sur les chiites. Et enfin, pour terminer, bah Massoud, c'est Machiavel, hein. Il s'est allié avec absolument tout le monde. Faut bien comprendre que Massoud, il a été allié avec le Mollah Omar, qui formera les talibans. Il a été allié avec les États-Unis, avec l'URSS, avec la Russie, avec le gouvernement communiste, la République normale. Il a été allié avec tout le monde, même le Pakistan. Le seul pays avec lequel il a jamais fricoté pour des raisons politiques et idéologiques, c'est l'Arabie Saoudite. Parce qu'il aimait pas l'emprise que voulait faire l'Arabie Saoudite. Mais si vous voulez, Massoud et les Pashtuns, si vous voulez, c'est un peu les Arméniens. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous connaissez bien la géopolitique des Arméniens durant le Moyen Âge, mais les Arméniens durant le Moyen Âge, ils adoraient jouer sur plusieurs camps, sur plusieurs petits différents. Et ben Massoud, c'est pareil. Massoud et les Pashtuns, ils ont fait exactement pareil. Ils ont joué sur toutes les dynamiques locales. Donc ça fait un personnage machiavélien, ça fait un personnage très intelligent, ça aurait été probablement un excellent dirigeant. Mais malheureusement, je pense pas que c'était, la personne qu'on nous vendait. Je pense pas que c'était la personne qu'on nous vendait. Donc je peux me gourer, je pense pouvoir nécessairement avoir tort, c'est pas totalement possible que j'ai tort. D'ailleurs, si vous pensez que j'ai tort, vous hésitez pas à me reprendre. J'ai vu tes commentaires, Douya, qu'effectivement son fils était reparti reprendre la place de son père, mais son père a pas laissé du tout une bonne image. Son père a pas du tout laissé une bonne image et je vais terminer là-dessus, c'est l'image qu'a laissé Massoud. Hem, L'image qu'a laissé Massoud, elle est complexe. S'il est totalement idéalisé par, l'ethnie majoritaire, les Pashtuns, parce que, il a permis aux Pashtuns, pour la première fois de l'histoire moderne d'Afghanistan, de jouer un rôle de premier plan et de pas juste être en fait une classe à part. Il a en fait en réalité porté un espoir, ça c'est sûr et certain. Il a porté un espoir pour la plupart des Pashtuns. Pour la plupart des Pashtuns, ça a été un espoir. Parce qu'il faut comprendre un truc, c'est que les Pashtuns dans les années 70-80 et même je crois encore aujourd'hui, il y a presque 90% d'analphabètes. Et Massoud, il a fait un truc tout bête, c'est il a promis des trucs et même il les a mis en place lorsqu'il était au, lorsqu'il a été en place lorsqu'il a été en place au pouvoir, c'est par exemple l'école. Il a permis à la scolarisation de tout le monde, sans discrimination. Et il s'est revendiqué l'héritier de ceux qui avaient fait ça en premier, c'est-à-dire la République afghane. Pas la République démocratique afghane, la République afghane. Et bah ça joue pas mal. Parce que dans le modèle qui était développé à l'époque, Massoud était considéré véritablement comme comme probablement le sauveur de ce pays. Il était considéré peut-être potentiellement comme le sauveur de ce pays-là. Et ouais, et en fait, au final, ça a été probablement pour la région un véritable héros. Ça a été véritablement pour la région potentiellement un véritable héros. Après, encore une fois, d'un point de vue extérieur, pour moi, il faut pas se laisser avoir par ce qu'il a voulu bien, parce qu'il a bien voulu montrer. Est-ce que ouais, non, je veux pas que ce soit mon commandant Massoud, justement. Moi, je veux pas de commandant Massoud, du coup, par rapport à ça, Marie. Voilà. On va passer du coup au deuxième protagoniste, à mon sens le deuxième plus important, c'est le Mollah Omar. Donc, quand je mets 1950, 1900/1962 jusqu'à 2013, même 2013 en fait, on ne sait pas s'il est vraiment mort à cette période-là, mais grosso modo, le Mollah Omar, on sait rien de lui. On sait rien de quand est-ce qu'il est né. On sait qu'il est né entre 1950 et 1962. On sait que c'était le chef des talibans. Euh, les services de renseignement afghans ont déclaré qu'il était mort dans un hôpital pakistanais en 2000. Ils l'ont déclaré ça en 2015. Ils ont déclaré sa mort en 2013.
En gros, qu'il était mort en 2013, ils l'ont déclaré en 2015. Je vois pas si vous voyez ce que je veux dire, mais grosso modo, on n'a aucune info sur les circonstances de la mort du Mollah Omar. Il y a beaucoup de flou sur le Mollah Omar. Vraiment, il y a énormément de flou, ce qu'il faut comprendre. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas, on ne sait pas vraiment ses intentions. On sait juste que ça a été un gars qui s'est battu, qui se battait depuis 73 contre tous les régimes en place et qui, en 96, a pris le pouvoir. On sait qu'il a développé une relation de confiance excessive avec Oussama Ben Laden, si bien qu'il lui a fourni du matériel, de l'entraînement et surtout des crash tests pour pouvoir former, pour pouvoir former des troupes. Donc, le Mollah Omar est une personnalité assez ténébreuse et pas ténébreuse dans le sens, bah, mauvaise ou autre, même si, c'est pas un enfant de cœur, mais plutôt ténébreuse dans le sens où on n'en sait rien. On sait juste que c'était un pratiquant d'islam rigoriste qui a fait ses études, probablement ses études islamiques en Pakistan, qui avait probablement de la famille au Pakistan, qui avait de nombreuses femmes. Il en a eu notamment après la chute de Kaboul en 96. On sait plein de choses. On sait que c'était un fervent défenseur d'un Afghanistan, plutôt pro-saoudien. Et que ça a énormément joué dans sa géopolitique après, et que d'ailleurs, c'est ce qui va le condamner derrière, à perdre le soutien du Pakistan sur la fin de sa vie, et le soutien également de la Turquie qui a voulu s'immiscer dans ces affaires-là et qui en est reparti très rapidement quand ils ont compris le souci, parce que dans le monde musulman, ben, ils sont pas tous copains, loin de là. Et ça, il faut le prendre en compte. Voilà, donc vous avez ça. Et pour faire un résumé sur le Mollah Omar, euh, en fait, je peux pas vous dire vraiment son importance. Je peux pas vous le dire. Parce que moi, de ce que j'ai lu, tous les chercheurs qui ne veulent pas s'avancer parce qu'ils ne se connaissent pas, ils disent juste qu'il a eu sûrement une importance tentaculaire monstrueuse, mais comme on le connaît pas, on peut pas savoir jusqu'où elle allait. Mais on sait qu'il a été important parce que c'était une des rares oreilles c'était une des rares oreilles, c'était une des rares personnes à qui les Pakistanais prêtaient l'oreille. Donc, voilà, sa mort, encore une fois, c'est des circonstances assez troubles. Il est censé être mort en avril 2013. Ça a été annoncé en 2015 et le Pakistan ne l'a jamais confirmé. Voilà. Bien, Oussama Ben Laden. Donc, Oussama Ben Laden, vous voyez en photo la couverture d'un quotidien, The Independent. Donc, The Independent, c'est un quotidien anglo-saxon qui qu'on a souvent accusé, alors bizarrement souvent accusé, de faire la propagande des Anglais et des Américains. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous partiez quelque part en guerre et compagnie ou autre chose, The Independent trouvait toujours des raisons pour vous justifier ça. Euh, et ils ont fait une interview de Ben Laden en 95. En 95. Et ils ont fait une interview, mais alors une interview, si aujourd'hui on faisait ça à un homme politique ou à n'importe qui, franchement, on appellerait ça de la propagande. On sait aujourd'hui que cette interview a été commandée par le directeur de la CIA de l'époque, je crois que c'est Webster, ou c'est, je sais plus lequel, c'est un des Webb ou Webster, je sais plus. Le directeur de la CIA c'était une interview prévue. Les gars se sont rendus en Afghanistan, ont été accueillis dans les locaux, enfin dans les locaux entre guillemets des mouvements talibans. Enfin, ils ont été vraiment bien accueillis, bien aidés, bien, voilà, on les a vraiment bien aidés. On a tout fait pour faciliter leur intégration, comme on dit. Mais qui est du coup Oussama Ben Laden? Oussama Ben Laden est né en 57 en Arabie Saoudite et est mort en 2011 en pleine mer. Alors quand je dis qu'il est mort en 2011 en pleine mer, c'est qu'il a été traqué par les USA, donc je pense que vous avez tous l'âge d'avoir connu ça. Il a été traqué par les USA, puis assassiné, et son corps a été, je crois, jeté à la mer, puis récupéré. Oui, la une reste collector. Vraiment, la une, j'y reviens, je vois le commentaire d'Oya. La une reste collector. Vraiment, la une, elle est incroyable. Elle montre à quel point il faut savoir prendre ses distances quand on est journaliste avec le pouvoir en place. Ne pas être sceptique de tout, mais savoir prendre ses distances. Avoir en fait une raisonnabilité. Moi, à titre personnel, j'aimerais bien être journaliste ou prof. Je sais pas trop encore vers quoi m'orienter aujourd'hui. Cette année va être une année décisive à mes yeux, mais voilà, je parle juste d'un point de vue perso. Mais en fait, en réalité, ça montre à quel point il faut savoir prendre la distance avec le sujet, avec la personne qu'on interviewe, parce que de temps en temps, une personne qu'on interviewe, heu, bah, de temps en temps, c'est juste une énorme enfin, ce sera une énorme ordure le lendemain. Et donc il faut toujours savoir recontextualiser, il faut toujours savoir expliquer d'où ça vient. Et c'est très important. Et c'est quelque chose, dans les médias anglo-saxons qu'ils ont du mal, parce que je trouve que, bon, après ça a un petit peu changé dans ces dernières années, mais dans les médias anglo-saxons, il y a vraiment un manichéisme. Il y a les gens gentils, il y a les gens méchants, en fait. Les gentils, c'est ceux qui sont d'accord avec nous. Les méchants, c'est ceux qui sont pas d'accord avec nous. Et ils ne conçoivent pas que tu puisses être, hem, méchant. En gros, ils conçoivent pas que tu puisses être, que tu puisses ne pas être d'accord avec eux pour de bonnes raisons. Si tu es pas d'accord avec eux, c'est soit parce que c'est soit tu es une ordure communiste,
Soit tu es un islamiste, pour aujourd'hui et par rapport à autre chose, ou tu es un antilibéral ou voilà, bref. Et il y a vraiment un manichéisme assez inquiétant et qui d'ailleurs est en train de se transmettre aujourd'hui dans les journaux français, les grands titres des journaux français, même si la certains titres y résistent, mais même par exemple, même si j'aime beaucoup le journal, Mediapart a une tendance au manichéisme assez incroyable. Mais bref, je m'égare. Du coup, Oussama Ben Laden est le fondateur d'Al-Qaïda. Donc je l'ai écrit comme il s'écrit en arabe. En français, il faut savoir que le E est remplacé par un I tréma. Voilà, si vous l'écrivez. C'est-à-dire que dans une copie, on peut ne pas comprendre, si vous êtes étudiant ou autre, on peut ne pas comprendre Al-Qaïda écrit comme ça. Moi, je l'ai écrit tel qu'il s'écrit dans la langue originale. Il est issu d'une riche famille saoudienne proche du pouvoir. Il a fait ses études en Angleterre. Son grand frère, je crois que c'est Salem, il s'est marié même avec une Anglaise qui est morte, dans un crash ou je sais pas quoi, mais pour la petite anecdote, c'est quelqu'un qui était très occidentalisé. Même s'il reconnaissait dès le départ que le modèle occidental ne lui plaisait pas. Mais c'est une personne qui connaissait très bien les codes occidentaux. Et d'ailleurs, on y revient sur l'interview, hein, mais l'interview, très intelligemment. Elle est très bien menée par Oussama Ben Laden. Le journaliste se laisse piéger, mais s'il y a quelqu'un qui la manie très bien, c'est Ben Laden. Et d'ailleurs, Ben Laden une est une sorte d'anomalie dans les mouvements islamistes, et c'est pour ça qu'il va être, montré en tant que principal leader par les Américains, parce qu'ils ne le comprennent pas comment qui d'autre que Ben Laden, notamment le Mollah Omar, pouvait prendre la tête et pouvait, du coup, leur mener aussi dur la vie. Et il faut aussi savoir un autre truc, la famille Ben Laden, donc un des frères de Ben Laden, est très ami avec la famille Bush. Or, en 2001, qui déclenche l'intervention en Afghanistan pour traquer Ben Laden, puis en 2004, c'est George W. Bush. Vous voyez qu'il y a quand même des liens et des connexions, donc moi je suis pas partie de la théorie du complot qui disent que les Américains ont laissé passer les attentats du World Trade Center. Je pense très sincèrement que les Américains avaient des signaux, je crois que même les services secrets français ont essayé de les prévenir, qu'ils étaient persuadés que ça ne pouvait pas arriver parce qu'ils avaient une confiance absolue au Pentagone, à la CIA et W. Bush, la famille Bush de manière générale, en Ben Laden, et que si l'attentat est passé, c'est juste parce que les Américains étaient trop confiants. D'ailleurs, la preuve en est qu'il n'y a plus un attentat qui est repassé, je pense sincèrement qu'il n'y a pas une histoire de complot. Et Ben Laden sera tué en 2011, et son rôle du coup dans l'Afghanistan, donc dans l'Afghanistan entre guillemets moderne de cette époque-là, son rôle ça a été en fait, si le Mollah Omar représentait les islamistes internes à l'Afghanistan, Ben Laden, ça a été la figure de proue des islamistes externes à l'Afghanistan. C'est-à-dire, ça a été vraiment la personne qui a centralisé qui a vraiment centralisé le mouvement, qui en a fait une machine de guerre, Al-Qaïda, qui en a fait également un groupe terroriste qui a très bien compris comment ça fonctionnait à l'international et qui a profité du savoir, du succès du Mollah Omar pour justement, voilà, y arriver. Bien. Oui, l'orgueil des Américains est toujours fondamental dans leur géopolitique. C'est toujours très important de comprendre la place de l'orgueil, aux États-Unis et dans la géopolitique américaine. Bien, après Oussama Ben Laden, on va attribuer sur les 2 protagonistes du côté soviétique. Donc, du côté soviétique, dans un premier temps, vous aviez Babrak Kamal. Babrak Kamal, c'est concrètement, un occidental. Un occidental, c'est-à-dire que sa manière de s'habiller, sa manière de pratiquer l'islam, sa manière de réfléchir, il a été formé en Afghanistan et compagnie. C'est le pur produit des hommes politiques qui sont formés en Europe ou qui ont eu une formation marxiste en Europe. Il est mort d'un cancer en 96. Il est mort en décembre 96 à Moscou, quelque chose comme le 5 ou le 15, je crois. Je suis pas sûr du tout pour la date exacte, mais je sais qu'il est mort en décembre 96 à Moscou. Il a été donc c'était le président de la République démocratique d'Afghanistan de 1979 à 1986. Je vous rappelle que le président, lors de l'intervention de l'URSS, a été assassiné, le premier président, et ça a été l'homme installé par l'URSS parce qu'il avait une confiance aveugle en lui. Sauf qu'en 86, donc qui est un petit peu la phase où l'URSS est en crise, Babrak Kamal est remplacé. Il est remplacé pourquoi? Parce que si au début il inspirait le respect, et surtout la sécurité à beaucoup d'ethnies, parce qu'il était connu, parce qu'il avait fait partie, des engins politiques depuis les années 70, enfin c'était un homme politique connu, c'était un homme politique assez respecté. Il avait un petit peu, si vous voulez, l'aura qu'a un chevènement en France, c'est-à-dire un homme politique, assez intelligent, qui avait peut-être raté son destin, mais qui globalement avait un œil assez voilà, un œil assez perçant, sur la politique. Sauf qu'en fait, pas du tout. C'était un apparatchik au sens, le plus strict du terme. Il a monté les ongles du parti, il a su se mettre bien avec les soviétiques quand il fallait se mettre bien avec les soviétiques. Ça a été un homme extrêmement intelligent dans la manière de pratiquer, dans la manière de faire sa politique. C'était un homme extrêmement intelligent. Il y a pas de doute là-dessus. Mais voilà, à l'heure actuelle,
C'était enfin voilà, pour ce qu'on en sait aujourd'hui, ça a été plutôt un brillant homme politique, au sens de politique politicienne et un très mauvais gestionnaire parce qu'en 86, il est remplacé du coup par Mohammad Najibullah qui est mort en 96, assassiné par les talibans lorsque les talibans prennent Kaboul. Il a été du coup président de la République, démocratique du Afghanistan de 1987 à 1992. On va pas trop s'attarder là-dessus, sauf sur le fait qu'il a une très belle moustache. Il a une excellente moustache. Moi, j'aime beaucoup la moustache qu'il a à titre personnel, mais c'est très voilà, c'est tout à fait personnel. Et il a été du coup assassiné par les talibans parce qu'en fait en 92, si vous voulez, en fait il hérite vraiment de la pire situation possible. C'est-à-dire que l'URSS veut se retirer, il a été imposé par l'URSS, donc autant vous dire que même dans les rangs, bah, ils étaient pas tous d'accord. Heu beh, ça a pas traîné, hein, l'armée le suivait pas. En 92, lorsqu'ils perdent Kaboul, il se réfugie dans un bâtiment de l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies qui était présent à Kaboul, et il va y rester jusqu'en 96. Et il y avait un accord entre Massoud et notamment l'URSS pour ne pas le tuer parce que l'URSS ne voulait pas qu'on dise, et même les Russes derrière ne voulaient pas qu'on dise qu'on assassinait leurs hommes. Sauf qu'en 96, je le rappelle, Kaboul est pris par les talibans et les accords entre Massoud et l'URSS, les talibans s'en battaient un peu les couilles, en fait, voire même carrément. Du coup, il a été jugé puis pendu, je crois, quelque chose, ou exécuté. Je sais même pas s'il a été jugé, mais je sais qu'il a été exécuté par les talibans et que c'était pas très très propre. Voilà. Euh, du coup, les conclusions. L'Afghanistan, on est sur, du coup, depuis 40 ans, sur un désastre militaire, humanitaire et politique. Donc, quand je dis un désastre militaire, c'est-à-dire que concrètement, on ne peut pas chiffrer les pertes à l'heure actuelle en Afghanistan. On n'en a aucune idée. Quand on demande à des spécialistes, quand on demande à des experts, heu, ils sont infoutus de vous répondre. Ils sont infoutus de vous répondre. C'est un désastre militaire, c'est un désastre humanitaire également parce que ça a provoqué des réfugiés. Si on peut estimer que dans les années 70, l'Afghanistan était un pays qui était en voie de développement, qui avait potentiellement une chance de sortir, ouais, la moustache de Flemmard est meilleure, mais la moustache du gars, elle est quand même stylée, je trouve. Bref, si on estime que humanitairement parlant, heu, en fait, on estime humanitairement parlant que ça a été, ça a été un désastre, c'est-à-dire qu'il y a des réfugiés qui traînent de partout. Je vais y revenir parce que j'ai amputé cette conclusion pour parler un petit peu de l'actualité de l'Afghanistan, sans rentrer dans les opérations entre 2001 et 2021, mais juste pour vous donner une petite idée de qu'est-ce qui se joue aujourd'hui. Mais voilà. Et c'est ensuite un désastre politique. Parce qu'il y a une citation dans un documentaire qui s'appelle CIA, je crois, c'est quoi? C'est CIA Affaires secrètes, et qui, dans la partie 2, donc la fin des illusions, vous avez, l'ancien directeur de la CIA. Enfin non, pas l'ancien directeur, l'ancien, chief, de la du coup l'ancien chief operator de la région qui, disait tout qui était tout content de lui et qui disait dans le documentaire, c'est un documentaire qui était tourné dans les années 2000, donc on sait déjà qu'il aura le World Trade Center, et qui est tout content de lui et qui dit: «Non mais, honnêtement, c'était hyper bien. On pouvait plutôt que faire des en gros, on le lançait sur pourquoi les Américains soutenaient un régime qui, voilà, qui n'était pas, avec lequel ils n'avaient quasiment aucun accord, idéologique, politique et compagnie. Et lui répondait, il disait: «Ouais, mais en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que nous, on payait presque 1 milliard par an, nos alliés sensiblement la même chose, et on faisait dépenser à l'URSS plus de 10 milliards de dollars par an. Est-ce que vous vous rendez compte que vous pouvez provoquer la chute d'un régime juste en finançant pendant 10 ans, à terme, en gros, l'ensemble de vos dépenses sur 10 ans, c'est l'ensemble d'une seule année de présence soviétique. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'était une opportunité pour nous?» Et ces gars-là sont tout contents d'eux, hein. Ils sont vraiment tout contents d'eux. Le fait qu'ils prennent un attentat dans la gueule en 2001, qui a 20 ans d'opérations militaires infructueuses derrière, ils s'en foutent. Sur le moment, ils sont contents, ils ont fait chuter l'URSS. Donc, c'est pour ça que c'est un désastre politique, l'Afghanistan. Parce que une toutes les opérations menées depuis 40 ans sont des opérations à court terme. C'est-à-dire, on va créer, en fait, l'URSS va faire une erreur que vont reproduire les Américains, qui va être très simple. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, il y a un reproche qui est fait aux Afghans qui s'enfuient de leur pays, de dire, ben voilà, ils se battent pas pour leur pays, ils fuient, ils sont pas, on peut pas leur faire confiance. On peut vraiment pas leur faire confiance. S'ils fuient aujourd'hui en Europe, ils méritent pas, enfin, en gros, ils méritent pas à venir chez nous. Moi, c'est un reproche que je comprends pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, après, c'est, en dehors de vraiment vraiment, j'essaie de le faire en dehors de tout clivage politique, j'essaie vraiment de vous expliquer pourquoi je pense, pour moi, que c'est la pire des critiques. Parce que l'armée afghane, que depuis 1978, a été formée par tout un tas d'armées étrangères, c'est vrai. Mais elle n'a jamais été formée comme étant une armée indépendante, autonome. Elle a été formée comme étant une armée de soutien. Et c'est très important. Parce que dans les doctrines militaires actuelles, c'est pas pareil de devoir être une armée qui mène ses propres opérations et qui vont, grosso modo traquer, qui vont du coup mener des opérations militaires assez importantes,
souvent assez intelligentes, dans des régions et pouvoir, du coup, tenir des régions, avoir l'équipement suffisant pour tenir les régions et compagnie. Non, on les a pas formés pour ça. On les a formés pour seconder une armée beaucoup plus importante, beaucoup plus autonome, mais qui a besoin de personnel militaire qu'elle ne pouvait pas nécessairement prendre sous peine, de rébellion ou autre dans son pays et c'est très important. C'est très important ces distinctions. Parce que du coup, quand vous êtes lâché par tout, par toute la coalition, internationale et qu'on vous laisse tout seul et que du coup vous devez vous retrouver à jouer un rôle que vous n'avez jamais joué auparavant, auquel on vous a jamais demandé de jouer, bah, il y a aucune chance que vous teniez face à des gars qui maîtrisent la guérilla. Secondo, l'Afghanistan est beaucoup plus facile à pratiquer en guérilla qu'à pratiquer qu'à pratiquer en défense. Là, si vous voulez, je vais vous donner un truc, extrêmement tout frais. Heu, Aujourd'hui, l'État islamique et ils viennent de le revendiquer, c'est-à-dire que c'est une news qui date d'il y a 5 minutes. L'État islamique vient de revendiquer les doubles attentats à Kaboul aujourd'hui. L'État islamique, ils se sont battus contre Al-Qaïda ou le front Al-Nusra en fait, en réalité. Ils se sont battus, non, alors je reviendrai là-dessus Douaya, mais je vais terminer ce que je veux dire, après je reviendrai là-dessus, mais c'est pas ça du tout. Mais en fait, ils se sont, ils ils viennent de revendiquer un double attentat et ils se sont battus contre, bah, du coup, Al-Qaïda et même d'anciens talibans, en Syrie. Est-ce que vous voyez arriver le problème? C'est que les talibans actuels vont nécessairement faire face à une révolte interne. Déjà, une révolte interne des anciens généraux. Il y a un général de l'armée afghane qui s'est replié sur Zaranj, donc la ville la plus à l'ouest, proche de l'Iran, et qui a d'ores et déjà, a priori c'est quasiment officiel, le soutien du Hezbollah. Euh, les talibans vont devoir peut-être se battre avec l'État islamique, contre l'État islamique. Al-Qaïda n'est plus ce qu'elle était aujourd'hui, donc ne peut plus le fournir le soutien qu'ils avaient à l'époque, et potentiellement, les talibans vont perdre. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui vous avez des appels du pied de talibans un petit peu partout, parce qu'ils sont en train de dire à raison, enfin à raison, non pas du tout à raison, mais dans leur logique à eux, nous sommes une solution moins pire pour vous occidentaux que l'État islamique ou Al-Qaïda. Et c'est vrai. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ils sont une solution entre guillemets «moins pire», mais ça reste une solution du pire. Et vous vous retrouvez dans une situation assez complexe géopolitiquement parlant. Et j'y reviens, le rôle de l'armée afghane, c'était pas le rôle d'être son rôle n'était pas d'être de la chair à canon, en fait. Son rôle, elle était vraiment de contrôler des régions, de contrôler par exemple, si vous voulez, imaginez ça comme une 3 voies, avec 3 axes. Un axe majeur et 2 axes mineurs. L'armée principale, donc l'URSS dans un premier temps, puis la coalition internationale dans un second temps, devait occuper l'axe majeur, avec ses troupes, avec son équipement et compagnie. Mais n'avait pas les effectifs nécessaires pour tenir les axes mineurs. C'était le rôle de l'armée afghane de tenir les axes mineurs. Or, sur les axes mineurs, vous avez beaucoup moins de combats, vous avez beaucoup moins de, vous avez beaucoup moins de combats, vous avez beaucoup moins de travail à faire, tout bêtement, hein, de travail. Vous avez beaucoup moins de logistique implémentée, vous avez beaucoup moins de, ben, en gros, de pyramide hiérarchique à respecter. Vous êtes vraiment, en fait, une armée secondaire. Et là, on vous a dit du jour au lendemain, vous passez rôle prioritaire, allez démerdez-vous. Euh, Excusez-moi. Euh, donc c'est pour ça qu'à mon sens, il faut pas considérer comme de la chair à canon, mais plutôt comme une armée mal formée. Mais là n'est pas le débat. Euh, En 2001, avant l'intervention, lorsqu'on demandait du coup, je reviens là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose de très fort chez les Américains. Lorsqu'on demandait, du coup, aux protagonistes de la guerre froide, quel a été le conflit où ils étaient persuadés d'avoir tué l'URSS, bah, ils disaient: «C'est l'Afghanistan». En fait, ils ont dit: Il y a 3 trucs qui ont fait chuter l'URSS». Un, il y a, son économie. Son économie. La perestroïka de donc l'ouverture qu'a voulu tenter Gorbatchev a été un échec total et ça a été aussi un drame, national et culturel. Mais à côté, c'est que la raison mineure. Les 2 vraies raisons, c'est que le programme c'est les programmes nucléaires américains qui, à force de toujours plus de perfectionnement et compagnie, notamment, ah putain, un programme qu'avait lancé Reagan dans les années 70-80, qui était en fait un programme d'envoyer des missiles nucléaires dans l'espace et qu'en cas de guerre contre l'URSS, bah, les missiles nucléaires partiraient de l'espace pour attaquer l'URSS et que du coup, ils seraient intouchables. Et si personne n'a pris au sérieux vraiment Reagan, l'URSS était obligé de faire des recherches pour adopter des contre-mesures, donc des recherches excessivement coûteuses. Quand vous avez la situation économique de l'URSS dans les années 80, vous faites pas ça. En fait, vous faites pas ça du tout. Mais passons, ça a été un des trucs, donc Reagan. Reagan est considéré, à mon sens, pas forcément à raison, comme un des pires présidents en termes d'intellect des États-Unis. Je pense qu'effectivement, il n'était pas très malin, mais qu'il était très bien conseillé.
Quand tu as eu 2 quand tu as eu, le 1er Bush comme, vice-président, puis après comme successeur, tu as été très bien formé et tu as été très bien considéré et surtout son enfin bref, voilà et là-dessus, ils ont très bien joué le coup parce qu'ils ont forcé l'URSS à investir dans le programme nucléaire, en sachant que l'URSS était également engagée en intervention militaire, du coup, en Afghanistan et que quand ça te coûte 10 fois plus, quand ça coûte 10 fois plus à ton adversaire que ça te coûte à toi, c'est forcément une opération rentable. Surtout que ça a été l'intervention d'Afghanistan, à part les derniers partis communistes, complètement gérés par l'URSS à l'international et je pense par exemple, du coup au parti communiste français qui à l'époque trouvait que c'était génial, oui, j'avais abordé le sujet de leur économie plus tôt, j'ai pas envie d'y revenir, mais l'économie de l'URSS était matrixée de base, en fait. Elle était matrixée de base, il y avait des gros, gros problèmes. La perestroïka n'a fait qu'enterrer une économie qui était déjà morte, en fait. Ils ont juste, fini de tirer dans le cadavre. Mais là n'est pas le débat. Mais du coup, l'intervention en Afghanistan, ça a été un désastre politique, ça a été un désastre international et ça a été un désastre même au sein du bloc de l'Est. C'est-à-dire que la Chine était complètement contre l'intervention de l'URSS en Afghanistan. Pour eux, ils allaient juste déstabiliser la région et foutre la merde dans une région qui n'en avait pas besoin et qui était surtout très proche de la Chine. Et la Chine avait raison. Et là, tu as un divorce avec la Chine qui s'amorce. Surtout quand tu as eu en plus politiquement les désaccords par rapport au stalinisme et compagnie, par rapport à Mao, et le fait que la Chine ait été reconnue par les États occidentaux, qu'elle a eu sa place dans l'ONU, qu'elle peut se mettre des vétos, enfin, il y a eu tout un tas de ça où l'URSS s'est effondrée politiquement, lentement, diplomatiquement. Et, et ça va provoquer sa chute. Ça va provoquer sa chute. Parce que elle n'a plus aucune crédibilité à l'international. Je suis désolé, mais t'es les soviétiques. Après ça, tu te relèves pas de ce désastre. Tu te relèves pas de ce désastre. Et bah ça joue. Ça joue quand même. Ça joue énormément. Et enfin, beh, la suite de ces interventions, donc notamment l'URSS, et la militarisation excessive des Américains du coup dans les mouvements islamistes, ben tout bêtement, bah, déjà, ça va donner une justification à l'islamisme politique parce que en il faut comprendre qu'en 89, l'islamisme politique, donc 89, l'Afghanistan n'a pas été la guerre d'Afghanistan n'est pas emportée par les mouvements islamistes, hein. L'islamisme politique, c'est une succession d'échecs. Vous avez eu les frères musulmans en Égypte, qui se sont fait, d'abord réduire en silence par, Nasser, puis après, où Sadat a fini le travail, même s'ils ont assassiné, je crois ils ont assassiné Sadat, les frères musulmans, mais globalement, les mouvements islamistes n'ont pas le vent en poupe. N'ont pas le vent en poupe. Il y a 2 philosophies politiques qui ont le vent en poupe, dans la région à l'époque. Hors Iran, c'est le panarabisme promulgué du coup par, la famille Assad, donc en Syrie et Hafez al-Assad, puis du coup, enfin au début, Bachar, heu et vous avez le marxisme. Parce que le marxisme, dénonce des choses que vivent les Syriens, les Arabes de manière générale à leur époque et à travers notamment Israël. Bah, en fait, l'islamisme politique en 92 quand il gagne, bah, il a une légitimité. Encore plus en 96 quand ils vainquent la coalition, alors qu'ils sont quasiment seuls contre tous. Ils obtiennent une légitimité. Ils ont une légitimité politique. Ils ont une légitimité politique, ils ont une légitimité militaire, ils ont une légitimité religieuse. Voilà. Vous avez préparé, le terreau, à ce moment-là, du terrorisme islamiste. Alors je comprends, que les Américains aient voulu y aller. Je comprends que les Américains aient voulu sécuriser ça, n'aient pas voulu que l'Afghanistan tombe aux mains des Soviétiques. Mais en fait, tu prépares ta propre camp. En fait, tu noues ta corde au camp de bon retour. Les interventions extérieures, entre guillemets, impérialistes, parce que quand je dis impérialiste, je mets pas le sens qu'on le colle aujourd'hui, c'est juste des interventions d'une puissance étrangère extérieure dans un conflit dans lequel, à la base, il n'a rien à y voir. Et bah, vous nouez la corde autour du cou. Hem, Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous résumer, après les conclusions, ce qui va emmener le dénouement de 2001. En gros, je vais faire une intro à l'intervention de 2001. Mais l'Afghanistan et là, on rentre dans l'intro finalement, c'est que l'Afghanistan a été un centre d'entraînement parfait pour tous les terroristes. C'est-à-dire que les mouvements terroristes qui vont faire l'attentat de Madrid en 2004, l'attentat de Londres, l'attentat des World Trade Center en 2011. Merci Vérotonique pour ton follow. Tous les attentats qui vont avoir lieu à Berlin, je crois, enfin dans tout un tas de villes et notamment aussi également dans le monde musulman, parce que le monde musulman va prendre les attentats islamistes de pleine face. Je crois que les plus grosses victimes en termes de nombre dans le monde des attentats islamistes, c'est les pays musulmans. Et ça va jouer un rôle extrêmement important. C'est-à-dire qu'en fait, heu, l'Afghanistan est devenu un centre d'entraînement et pour les 10 années qui suivront, vous allez avoir tout un tas de voilà,
d'intervention. Merci DGE pour ton follow. Hem et heu et tous ces trucs-là, je vous en parle un petit peu en essayant de rester en essayant, voilà, de rester un petit peu, calme et en même temps, je vous essaie de vous expliquer aussi que c'est la pire chose qui s'est passée, l'intervention d'Afghanistan, probablement pour le monde occidental. Parce que derrière, vous êtes mangé une vague de merde et on va revenir du coup à ce qui va amener l'intervention en 2001. Donc là, je vais vous faire un petit rappel historique. Quand je dis historique, on se calme, hein. Je vais faire un petit rappel, rapide des États-Unis post-guerre froide. Faut comprendre que les États-Unis, lorsque l'URSS s'effondre en 91, déjà, elle s'effondre beaucoup plus tôt que prévu. Les Américains n'avaient pas prévu que l'URSS s'effondre aussitôt. Ils pensaient que Gorbatchev allait encore tenir la barre quelques années et ils étaient pas prêts à assumer leur rôle de leader mondial. Le problème, c'est qu'ils ont dû l'assumer quand même. Vous avez en 90 ou en 91, Saddam Hussein, donc président de l'Irak, qui après avoir été soutenu par, l'ensemble du monde occidental contre l'Iran, décide d'envahir, le Bahreïn. Le Bahreïn, c'est un petit État au sud-ouest de l'Irak, donc attendez, je vais essayer de vous remettre la carte que j'avais tout à l'heure, pour que vous compreniez, mais pour ceux qui ne maîtrisent peut-être pas nécessairement la géographie. Heu Alors, hop, elle est où ma carte globale? Voilà, l'Irak, si vous voulez, c'est le pays qui est ici, donc frontalier de l'Arabie Saoudite, et il me semble que le Bahreïn est ici, dans la région à peu près. Le Bahreïn, si vous voulez, c'est quelque chose qui est de grosso modo de culture irakienne, on va pas se mentir. C'est sensiblement la même culture, c'est sensiblement les mêmes habitants, la même manière de parler, la même manière de pratiquer l'islam quasiment, même s'il y a l'intervention saoudienne qui a fait que ça a un petit peu rétabli le truc, mais voilà, c'est un pays qui, on va prendre des termes très clairement, est potentiellement irakien. C'est un pays qui est extrêmement riche en puits de pétrole. Or, le pétrole dans les années 90 est, le moteur de toute action militaire, américaine et occidentale. En 91, les Américains envahissent l'Irak. Succès total, Saddam Hussein vaincu en quelques semaines. Mais les Américains, le Koweït, voilà, merci, je suis con, c'est pas le Bahreïn, c'est le Koweït. Bahreïn, c'est beaucoup plus au sud. Bahreïn, je crois que c'est par là. C'est dans cette région-là. J'ai confondu. Merci, Doyen. Hem En 91, l'intervention, américaine en Irak pour soi-disant sauver le Koweït, va complètement détruire les structures irakiennes. Donc de 91 à dans les années 2000, les mouvements terroristes vont prospérer en Irak et Saddam Hussein, qui a perdu toute crédibilité parce que maintenu en place avec le soutien des Américains, malgré le fait d'avoir pris une guerre contre lui, heu et ben, il va rester. Et vous allez du coup créer un premier problème, c'est que les Irakiens vont avoir un État qui peu à peu va soutenir Al-Qaïda. Al-Qaïda va prendre de l'importance. Heu, En 96, je rappelle, c'est la chute de Kaboul et les talibans de 96 à 2001, font une guerre pour, tenir l'Afghanistan. Succès quasiment total parce qu'au 9 septembre 2001, avec l'assassinat du commandant Massoud, ils n'ont plus de leader ennemi en phase 2 capable de mobiliser les troupes. L'Iran ne peut plus soutenir, parce qu'ils n'ont plus de connexion avec eux, les mouvements chiites qui luttent contre les mouvements islamistes sunnites. Donc la route est pavée pour les enfin en gros, grosso modo, il est la route est pavée pour les islamistes. Heu et Bah, l'Afghanistan, de 96 à 2001, Al-Qaïda va préparer quasiment tous ses attentats là-bas et vont probablement également s'entraîner en Irak. On n'a aucune preuve aujourd'hui, mais c'est ce que disent les services secrets américains, c'est ce sur quoi ils ont fondé l'intervention en 2003 et compagnie, mais on va y revenir. Mais dans ce spectre-là, le 9 septembre 2001, Ahmed Massoud est assassiné. Le 8 ou 10 septembre 2001, les services secrets français font remonter au FBI, à la CIA et à la NSA, leur crainte quant à une attaque terroriste de la part du groupe Al-Qaïda. Les Américains ne pensent que c'est faux, donc on revient sur l'orgueil américain de tout à l'heure, et voilà, il y a rien. Il y a les attentats en 2001. Les Américains vont donc demander une décision de l'ONU pour envahir l'Afghanistan. On est en 2001. L'ONU vote ça, aucun veto, la France assure de son soutien, et pourtant la France sera le premier le premier à se résorber en 2003 l'intervention irakienne, mais voilà, il y a une coalition internationale qui va intervenir en Afghanistan, qui est considérée aujourd'hui par beaucoup de personnes politiques aux États-Unis ou en France ou en Europe occidentale comme
On n'a peut-être pas pris la bonne décision. On aurait peut-être dû temporiser, on aurait peut-être dû attendre, on aurait peut-être dû mener une enquête et compagnie, mais l'émotion, l'attentat aussi violent, ça faisait longtemps. Enfin, faut se rendre compte que l'Europe, mis à part la guerre yougoslave, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu la guerre. Donc, on savait plus trop à quoi ça ressemblait. On voulait y aller, on voulait y aller. On était sur la lancée de l'intervention en Irak de 91, qui du coup en Irak, qui a du coup énormément fomenté les esprits. Et toujours est-il que, bah, du coup, l'Afghanistan, tout le monde va intervenir. Donc ce sera le sujet du prochain live. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera. Sûrement la semaine prochaine, max, dans 2 semaines. Ce sera probablement jeudi, en fait. Je suis en train de voir par rapport à mon emploi du temps, mais en fait, à part jeudi, je vois pas quand. Donc soit jeudi, soit vendredi. Alors c'est compliqué. Pour l'assassinat du commandant Massoud, ce serait Al-Qaïda qui aurait tué le commandant Massoud sous les travers des journalistes d'Al Jazeera. Pourquoi Al-Qaïda? Parce qu'Al-Qaïda, donc, je reviens vite fait là-dessus sur l'assassinat de Massoud, mais Al-Qaïda, bah, ils étaient très proches d'une chaîne qui s'appelle Al Jazeera, qui est une chaîne du monde arabo-musulman assez populaire. Et les Saoudiens n'ont jamais pu supporter Massoud parce que pour eux, ils contrevenaient à leurs ambitions dans la région. Donc on en est là, on en est à cette période-là et du coup, c'est potentiellement Al-Qaïda. Le problème, c'est que pour assassiner Massoud dans ce pays-là et avec l'emprise qu'avait, le pays l'emprise qu'avaient les talibans sur, bah, du coup, sur la région, ça paraît extrêmement compliqué que les talibans n'aient pas au courant et n'aient pas fourni des armes et du soutien logistique. Surtout que les talibans avaient tout à gagner avec l'assassinat de Massoud. Les talibans avaient tout à gagner avec l'assassinat de Massoud. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions, je vais attendre 2-3 minutes parce que j'ai un petit décalage avec vous. Je vais attendre 2-3 minutes et sinon, bah, on est bon. Je vous remercie de m'avoir suivi pour. Bah, je vous remercie de m'avoir suivi. Je remercie également les follow. Si le format vous a plu, vous n'hésitez pas à me contacter. On a un lien d'un Discord en. euh, on a un lien d'un Discord donc du coup dans les liens de la chaîne si ça vous intéresse. Donc c'est un Discord qui est principalement un Discord de jeux vidéo, mais si vous avez des questions par rapport au live, vous n'hésitez pas à me mention ou à m'envoyer un MP. Au pire, je créerai un chan, pour pouvoir en parler tranquillement, pour qu'on puisse en débattre. Je tiens à y rappeler que j'aimerais que ça se passe dans le calme et la bonne humeur, c'est-à-dire quand je dis dans le calme et la bonne humeur, c'est-à-dire que j'aimerais qu'on évite certains débordements. Je peux comprendre qu'il y a des opinions politiques assez tranchées. Il y en a qui sont par exemple contre les interventions extérieures, d'autres pour, d'autres qui estiment que les talibans sont une menace à éradiquer et compagnie. Mais voilà. Je vais revenir aussi sur un truc dont j'ai parlé en début et j'ai dit que je reviendrai, mais je suis rendu compte que j'y suis pas forcément revenu. C'est qui sont les talibans de 2001 et qui sont les talibans de 2021. Les talibans de 2001, c'est des personnes qui sortent de 30 ans de guerre civile quasiment. Ils étaient contre l'instauration de la République, ils étaient contre l'instauration de la République communiste, ils étaient contre l'instauration finalement de la coalition anticommuniste. Et c'était des talibans, c'était des chefs de guerre, c'était des chefs de guerre locaux, voire tribaux pour certains, et qui partageaient tous le rapport à un islam assez rigoriste. Mais c'était plutôt un patchwork qu'autre chose. Les talibans de 2021, ce qu'ils semblent, et je dis bien ce qu'ils semblent parce qu'on n'a pas trop d'études poussées, qui sont ces nouveaux talibans? Déjà, ils ont gardé très peu de l'ancienne structure politique et géopolitique. En fait, on peut pas dire qu'ils ont gardé le nom, ils ont gardé le standing, ils ont gardé l'histoire, mais même la pratique religieuse a changé. Si en fait les talibans des années 90, des années 80-90 étaient soutenus massivement par l'Arabie Saoudite, les talibans des années 2020 n'ont rien à voir avec ça. Déjà, c'est un grand changement. Deuxio, il y a toujours le rôle du Pakistan beh, voilà, qui reste important. Mais enfin voilà, il y a plein de choses, il y a plein de trucs, mais qui font que, à l'heure actuelle, je pense pas, et c'est un avis personnel basé sur ce que j'ai lu. Vous avez un excellent format de l'Express ou un article du Monde, enfin un article du Monde qui date de mercredi dernier, du coup du mercredi 18 août, qui résumait très bien quelle était la philosophie et la volonté de ces nouveaux talibans. Et voilà, et du coup, je vous invite à le lire, je vous invite à essayer de le trouver. Si vous l'avez pas du tout et que vous pouvez pas le récupérer, vous me dites, j'ai conservé le format et je pourrais au pire vous envoyer cet article en le photographiant, mais avec une qualité du coup assez médiocre. Et vu que j'ai l'air de pas trop avoir de questions sur le sujet, je vais vous dire, au revoir à toutes et à tous. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. Je vais remercier également, tous les gens qui ont follow. Si vous aimez le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à follow justement si vous followez pas. Et si voilà, vous avez des abos ou si vous voulez, voilà, mettre de l'argent ou dedans, n'hésitez pas, il y a la fonction abonnement. Je suis passé affilié, donc a priori je peux. Alors, normalement, en fin de stream, je raid quelqu'un. Le truc, c'est que j'ai que
3 streamers que je peux raid. J'ai Linguistica qui est un plutôt, on va dire, un YouTuber qui se base sur la linguistique, qui joue à Humankind, qui est un excellent jeu d'ailleurs, je vous le conseille. Je suis en train d'y jouer en ce moment même. Enfin, en ce moment, non pas maintenant, là tout de suite, mais de manière générale. Où il y a Petit Poucet. Étant donné que ma communauté est très similaire à celle de Petit Poucet selon les stats, je vais lancer un raid sur PP. C'est bizarre, ça fait bizarre de le faire dans ce sens-là, mais écoutez, pourquoi pas. Donc moi, je vais vous dire au revoir à toutes et à tous. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Je vous dis, du coup, à la prochaine, peut-être à demain. Voilà.